Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je tiens en premier lieu à excuser la directrice qui m'a chargé de transmettre ses excuses, la directrice de l'école des Chartes, qui est retenue par je crois que c'est un conseil d'administration de PSL, qui malheureusement en fait ne se terminer que vers 7 heures, je crois, voire davantage, voire plus tard. Voilà. Elle est tout à fait désolée de ne pas pouvoir être présente ce soir pour cette conférence qui sera assurée par Claire Demoulin, qui s'appelle, vous le voyez, Max Reinhardt et les migrations américaines, relecture transatlantique des expériences transartistiques et pédagogiques 1905-1943. Claire Demoulin a réalisé un post-doctorat l'année dernière. Alors, c'était un post-doctorat pris en charge par quelque chose qui s'appelle Transliterae, qui dépend de cette grosse université fédérative dont nous sommes l'une des composantes et qui s'appelle Paris Sciences et Lettres. Et c'était un post-doctorat qui était partagé en quelque sorte entre Talim au CNRS et le centre Jean Mabillon, le laboratoire de l'école des Chartes que je dirige cette année. C'est pour nous à l'école et au laboratoire un plaisir non seulement d'accueillir Claire Demoulin, mais aussi d'accueillir nos post-docs. Il y en a régulièrement. Il se trouve que cette année, c'est un hasard, on n'en a pas, en fait. Voilà. Mais bon, c'est vraiment un hasard, mais on en a régulièrement, tous les ans, un ou deux post-docs accueillis, on va dire, en fait, au sein du laboratoire, pour que, en l'occurrence Claire Demoulin, les post-doctorants ou les post-doctorantes puissent faire état ici, à l'école, des recherches qui ont été entreprises dans le cadre justement de ce post-doctorat. C'était une tradition qui avait été finalement instaurée et inventée, comme les traditions s'inventent toujours, dans les années 2014-2015. Et puis, avec le Covid, on a un petit peu perdu cette tradition. Et puis alors maintenant, voilà, l'idée, c'est de reprendre justement cette tradition, de donner aussi une place aux jeunes chercheuses ou aux jeunes chercheurs pour faire état justement de recherches extrêmement récentes. Par ailleurs, Claire Demoulin a, puisqu'elle est postdoc, soutenu une thèse, un doctorat en 2021, à l'université de Paris 8, sous la codirection de Suzanne Liandraguig, qui est présente ici, et de Christian Delage. C'était un doctorat qui s'appelait Hollywood transatlantique, et plutôt consacré au film biographique d'un réalisateur d'origine européenne et installé aux États-Unis qui s'appelle William Dieterle, qui se spécialise en effet dans les années 30 dans ce qu'on appellerait aujourd'hui de manière extrêmement facile, en réalité rien n'est aussi simple, les biopics. Voilà. Claire Demoulin a été, dans le cadre de sa thèse, bénéficiaire d'une bourse Fulbright aux États-Unis. Déjà, c'était déjà à Yale, à Yale University, d'une bourse Marc Bloch à Berlin, post-doctorante, dont je le signalais, ici à l'école des Chartes, et aujourd'hui post-doctorante à Yale University, de nouveau. Voilà, un parcours tout à fait exemplaire. C'est donc un petit peu le résultat de cette année de recherche conduite en France, mais aussi à l'étranger, que Claire Demoulin va nous présenter aujourd'hui. Claire qui travaille sur ces réseaux d'émigration entre l'Europe et les États-Unis dans les années 30, autour de la figure particulière, singulière et tout à fait extraordinaire de Max Reinhardt, que Claire présentera, je pense, tout à l'heure. Pour cette conférence, comme pour toutes les conférences, il y aura évidemment un temps d'échange, de questions à l'issue de la conférence. Et je reprendrai le micro et je vous inviterai à parler dans le micro car la conférence est enregistrée. Elle sera accessible du coup sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'École des Chartes, à laquelle, bien sûr, tout le monde est abonné ici. Voilà. Et donc, il est tout à fait important que vous puissiez parler dans le micro, sinon on ne vous entend pas lorsque vous posez des questions. Voilà. Tes micros, d'ailleurs, est-ce que tes micros sont branchés, Claire ? Voilà, le petit voyant rouge s'allume. Donc voilà, les micros de Claire sont branchés et donc je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup.
Bonsoir à toutes et à tous. Un immense merci Christophe Gauthier pour cette présentation et un grand merci aussi à l'École des Chartes et au Centre Jean Mabillon pour cette opportunité de vous présenter les recherches que j'ai menées dans le cadre de ce postdoctorat dont Christophe Gauthier vous a expliqué le cadre. Et je suis particulièrement heureuse aussi de retrouver une salle dans laquelle j'ai pu organiser une conférence, à nouveau grâce au soutien du Centre Jean Mabillon, sur les réseaux de l'émigration il y a quelques mois. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un lieu de formation artistique à Hollywood, le Workshop for Stage, Screen and Radio. Parce qu'il s'agit d'une école, on va le voir, créée dans un contexte de migration volontaire et forcée, il sera question, en définitive, de resituer l'impact des dynamiques migratoires sur l'analyse des circulations culturelles transatlantiques telles qu'elles se donnent à voir depuis les productions et les activités artistiques au sein de l'école. Alors, le 21 juin 1938, le metteur en scène d'origine autrichienne Max Reinhardt, qui vient tout juste d'être déchu de sa nationalité autrichienne, et désormais émigré aux États-Unis, fonde à Hollywood une école pluridisciplinaire, le Workshop for Stage, Screen and Radio, qu'il va diriger pendant 4 ans. Alors, je voudrais commencer par 2 préalables. D'une part, comme son nom l'indique, il s'agit d'un lieu de formation au métier de la scène, du cinéma et de la radio, et destiné aux étudiants américains. Et pourtant, eh bien, la radio n'est que très minoritaire par rapport aux enseignements des 2 autres disciplines. Le théâtre est favorisé d'un côté, évidemment, par la carrière de Max Reinhardt, qui donne une place forte à la scène dans son école, et le cinéma, lui, tient aussi une place déterminante d'un autre côté, pour des raisons alors d'intérêt artistique, évidemment, mais aussi pour des raisons financières et géographiques, évidemment dû à la proximité des studios. Le workshop est situé sur Sunset Boulevard à Los Angeles, mais aussi pour des raisons financières, je le disais, car en fait les studios de cinéma à Hollywood mettaient en place des bourses, des fellowships à disposition des étudiants du workshop. Alors, l'enseignement de la radio, je le disais, il apparaît en marge, même si son association à l'école pouvait paraître évidente a priori, et au moins pour 2 raisons. Déjà, d'un point de vue pragmatique, le workshop est situé au sein du bâtiment CBS, le Columbia Broadcast System, qui est en fait l'endroit d'où sont diffusées les émissions radiophoniques puis télévisuelles de Columbia à Los Angeles. D'autre part, du point de vue des carrières, l'école entendait former à des métiers historiquement complémentaires. Les transitions du théâtre au cinéma, de Broadway à Hollywood, sont évidemment structurantes. De la même manière, avec la radio dans les années 30 et avec l'avènement du son, les synergies entre cinéma et radio sont nombreuses et permettent à de nombreux artistes de naviguer entre les 2 médias, à l'exemple emblématique de Bing Crosby, pour ne prendre qu'un nom. D'où une école en fait qui permettait d'acquérir ces différents savoirs. Une école dont Max Reinhardt lui-même annonçait dans sa brochure qu'il s'agissait donc to enable him, donc l'étudiant, to have more than one medium at his command, donc de permettre à l'étudiant de maîtriser plus d'un médium. Il s'agira donc aussi dans cette intervention aujourd'hui de comprendre pourquoi, contrairement aux enseignements de théâtre et de cinéma qui apparaissent comme des points finalement d'intention majeure du workshop, je le disais, pour des raisons artistiques, mais pas que, en fait, aussi pour le mélange des expériences, des normes et des référents culturels américains et européens, et c'est ce qui nous intéressera aujourd'hui, et cela ne concerne pas, on verra pourquoi, le cas de la radio. Second préalable, il est évident que Max Reinhardt est une figure éminente parmi les plus étudiés du théâtre européen du XXe siècle. Alors en France, Marielle Silhouette a largement contribué à la connaissance du metteur en scène. Depuis les années 2010 environ, Reinhardt, et je vous promets, mon état des lieux va être court, mais Reinhardt est davantage étudié au prisme de perspectives plus transnationales. Je pense par exemple aux travaux de Kathleen Porr ou de Patricia Laure-Tivat. La présence et l'émigration de Reinhardt aux États-Unis, comme son rapport à l'industrie du film,
ont eux aussi été largement commentés depuis l'étude classique de référence allemande de 1976, Max Reinhardt in America, Max Reinhardt en Amérique. Alors, parmi les nombreux allers-retours entre Berlin, Salzbourg, je vais y venir, en fait je vais mentionner plusieurs villes aujourd'hui et les connecter entre elles, et la côte est donc, des États-Unis, avant la côte ouest, eh bien, une attention soutenue a notamment été accordée à sa tournée américaine de 1927-1928, comme en témoigne la couverture de Time Magazine qui le met à l'honneur cette année-là, 1927. Le succès outre-Atlantique de Max Reinhardt dit évidemment déjà l'importance des circulations culturelles qui opèrent avant même son émigration américaine. Mais également eh bien, le rôle de capitalisation, peut-être que celles-ci peuvent jouer sur les possibilités même d'établissement ensuite de son workshop et de son accueil aux États-Unis. Alors, ce n'est pas tant la figure individuelle qui m'intéresse aujourd'hui, sa trajectoire, que des logiques collectives qui ont été bien moins étudiées. Et c'est le cas notamment de cette école qu'il fonde à Hollywood pendant son exil américain et qui n'a, quant à elle, pas fait l'objet de recherches donc approfondies. Pourtant, comme le révèlent les deux fonds d'archives principaux, sur cette école, alors qui se trouve pour une part au Theatermuseum de Vienne et pour l'autre part dans les Max Reinhardt Papers de l'université de Binghamton. Donc il y a environ 100 Kubrick feet, ça fait à peu près 35 mètres d'archives. Et puis ensuite on trouve aussi évidemment des fonds ponctuels. On va voir que eh bien, le cœur d'attention de cette recherche a été de s'intéresser aux différents enseignants, hein, je vais y revenir. Et donc là, l'école avait vraiment toutes les archives institutionnelles, les programmes, les brochures, les productions, les documents de production, de financement, etc. Et par contre, certains cours dactylographiés, pas tous. Et ensuite, pour justement eh bien, avoir un panorama plus complet, il a fallu aller dans les fonds personnels des différents enseignants et donc de jouer un peu un puzzle. Donc par exemple, vous avez les cours dactylographiés de William Dieterle, qui était l'enseignant de cinéma. Vous avez les cours aussi dactylographiés de Nikolai Remissov, qui est un artiste émigré russe, chef décorateur, etc., etc. Donc vous voyez, il y a vraiment deux fonds principaux. Et puis ensuite, il fallait jouer à un jeu de reconstitution à partir de la liste des enseignants de l'école. Alors, malgré, je le disais, toute l'attention portée sur Reinhardt, en comparaison très peu de recherches sur l'école, alors même qu'elle présente plusieurs caractéristiques très singulières, et notamment, j'y arrive, un corps enseignant composé très majoritairement d'artistes émigrés de renom, j'espère qu'on voit bien les noms, oui, venus d'Europe, y compris de Russie. Alors, je reviendrai sur cette liste, mais vous pouvez dès à présent en prendre connaissance. En portant attention à la présence d'un groupe d'artistes émigrés, devenus ponctuellement enseignants, on peut évidemment d'ores et déjà s'interroger sur la présence d'un groupe d'artistes émigrés, sur la présence des activités d'enseignement dans un contexte d'émigration. Mais plus généralement, donc, sur le rôle de ces artistes enseignants devenus médiateurs, donc des circulations culturelles. Aussi, qu'est-ce qui fait du workshop un point d'observation privilégié, comme produit ou vecteur d'une culture transatlantique? Quel intérêt à travailler à partir d'un lieu pour l'étude des phénomènes transatlantiques? Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser aux trajectoires, aux mouvements, aux circulations antérieures, mais qu'il s'agit en fait de comprendre comment elles s'agencent en un lieu synergétique et comment cette échelle du lieu, ici le workshop, permet d'appréhender concrètement les mécanismes de formation culturelle. Alors on peut considérer au moins trois aspects qui font du workshop un poste d'observation de cette présence des émigrés et de leur impact sur le type de culture qu'ils promeuvent. Alors d'une part, par la structure sociale, je disais, la présence d'un corps enseignant principalement émigré, qu'on va ensuite analyser. Deuxièmement, le type d'œuvres et de pratiques européennes qui circulent d'Europe aux États-Unis sous l'influence d'un enseignement dispensé par des artistes émigrés européens à des étudiants américains. Cela ouvre évidemment à de nombreuses questions, telles que l'héritage du continent européen pour le choix des œuvres enseignées, les stratégies de report, sinon de patrimonialisation,
de ce répertoire culturel. Et là, évidemment, la chronologie importe. Hein. On est entre 1938 et 1942. Donc, il s'agit d'une période de guillemets, relocalisation de la culture européenne en Amérique. Du moins, c'est ainsi que l'expriment les artistes contemporains de cette époque. Ou enfin encore, l'éventuelle politisation que représente le choix de certaines œuvres, plus que d'autres, en tout cas, de mettre en scène certaines œuvres à ce moment, plus que d'autres. Et enfin, donc, le troisième angle d'analyse, ce que l'école donne à voir, des phénomènes d'hybridation culturelle entre les référents européens et américains. Une aparté, c'est pas du tout pour faire de l'autopromotion, mais sur cette question de l'hybridation culturelle, j'ai réfléchi notamment dans un article qui vient de paraître pour la revue d'histoire culturelle et qui s'intitule « À qui appartient l'hybridité ?» À nouveau, c'est pas du tout pour des raisons de promotion, mais juste c'est un article dans lequel j'ai précisément essayé de réfléchir au fait que cette notion se trouve prise entre deux traditions de pensée académique, entre les cultural studies anglo-saxonnes qui appréhendent d'une certaine manière l'hybridité culturelle et entre les transferts culturels dans l'histoire culturelle qui aussi y connotent un certain nombre de choses. Et c'était de voir finalement ce que les historiographies nationales font à ce concept. Mais donc voilà, toute la réflexion autour de cette hybridité culturelle, c'est juste pour dire qu'on la retrouve en fait polarisée entre deux champs, cultural studies et transfert culturel, et que finalement, si dans l'un des cas, il y a des questions de domination et l'autre plutôt de création d'un nouvel ensemble, de transfert, au fond, il y a aussi des logiques historiographiques nationales qui accolent certaines idées, et en fait, c'est beaucoup plus proche et mobile. Donc voilà, juste pour restituer cette notion que j'utilise quand même beaucoup dans cette présentation. Donc vous le comprenez, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment des dynamiques de regroupement, ici au sein de l'école, agissent sur le type de pratique interculturelle. Cette triple échelle, donc, et puis j'en viens à la fin de mon introduction un peu théorique, cette triple échelle des personnes, des contenus et des processus, donc de transformation, d'hybridation, je souhaite les articuler à travers un angle d'analyse qui est celui des réseaux. En quoi les réseaux émigrés dans le milieu hollywoodien, occupe-t-il ce rôle d'incubateur dans les opérations de mélange et les pratiques interculturelles? Dans cet établissement d'une culture, je reprends à l'introduction de Sylvie Bauer, Serge Chauvin et Donna Kesselman, contribue à une culture et une mémoire collective qui se nourrissent d'une part et d'autre de l'Atlantique. À quelques exceptions près, l'échelle des réseaux, des migrés, fait office de point d'aveugle, dans l'histoire culturelle du cinéma et du théâtre. Et pourtant, dans le cas de l'industrie hollywoodienne, du moins, de la période dite classique, eh bien, celle-ci s'est structurée historiquement autour des migrations transatlantiques. Il en résulte nécessairement des espaces, des réseaux qui ont eu un poids sur le développement de l'industrie, sinon des genres de films, des genres cinématographiques ou encore des processus, des styles, des pratiques, des politisations, etc. Donc resituer cette échelle du réseau qui est finalement moins présente dans les lectures qu'on peut faire des cinémas classiques hollywoodiens. Et en cela, eh bien, il me semble que le cas du workshop de Reinhardt est symptomatique des modalités de regroupement et d'influence des émigrés européens à Hollywood. Il apparaît même comme l'un des foyers singuliers et principaux. Pour l'historien Saverio Giovacchini, il représente, donc je cite, je le traduis même, l'alliance des New-Yorkais et des Européens à Hollywood, autant qu'il illustre des rapports étroits entre Hollywood et le cinéma expérimental. Comprendre la remobilisation de ces réseaux centre-européens aux États-Unis, comment ils se transforment, se reconstituent, eh bien, ça implique évidemment de considérer ces circulations de manière diachronique et d'en passer à la période d'avant, de les mettre en regard avec les expériences ou les sociabilités initiées en Europe et qui, effectivement, contribuent à la formation ensuite de ce workshop. Donc, je vous propose désormais d'en passer à la partie précédente donc, et de commencer par m'arrêter quelque temps sur les expériences et la situation européenne avant l'exil pour montrer justement toutes les continuités, changements, prolongements. Alors, Max Reinhardt articule très tôt dans sa carrière le fait de dispenser une formation artistique et de diriger des troupes.
école de théâtre d'un côté et représentation dans son théâtre de l'autre. Déjà en 1905, l'année où il prend la tête du Deutsches Theater à Berlin, il y associe une école d'art dramatique, la Hochschule für Schauspielkunst, donc l'école pour l'étude de l'art de jouer, de la comédie, mais de façon plus décisive. Cette association du pédagogique et du professionnel gagne en importance encore lorsqu'il combine la création d'un séminaire en 1928 au Festival de Salzbourg. Et en fait, c'est là que je voudrais m'arrêter un instant sur le rôle du Festival de Salzbourg. Vous vous demandez peut-être pourquoi, mais pour vous montrer en quoi sa formation comme réseau en fait importe, car elle est précisément remobilisée aux États-Unis et sa structure se retrouve dans le workshop. Alors en 1920, un peu compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. En 1920, Reinhardt et l'écrivain Hugo von Hofmannsthal fondent aux côtés des compositeurs, du compositeur Richard Strauss, du chef décorateur Alfred Roller et du chef d'orchestre Franz Stalk, le Festival de Salzbourg. Je le disais, comprendre le type d'œuvre et de présentation promues à Los Angeles dans les années 40 suppose une antériorité de rapport et de comprendre ce qui caractérise Salzbourg, ce qui survit de Salzbourg, mais surtout ce qui fait de Salzbourg aussi un réseau. Et en passer par l'échelle du réseau permet de montrer que, au fond, les circulations culturelles transatlantiques ne sont pas des opérations évanescentes, mais qu'elles reposent sur un système d'interaction. Alors, par souci de temps, je ne vais pas m'attarder sur la théorie des réseaux ou sur les terminologies précises, mais on pourrait peut-être juste synthétiser l'un des aspects principaux en reprenant l'une des définitions fondatrices avec la sociologie allemande du début du XXe siècle, donc aussi pour garder cette référence dans le cadre contemporain. Et pour Georg Simmel, donc, le réseau, c'est l'intersection de cercles sociaux. C'est-à-dire que le réseau, c'est ni une constellation sociale, ce qui souvent est amalgamé, ni non plus un cercle social, mais bien le croisement avec d'autres cercles. Pour qu'il y ait réseau, en fait, il faut une logique interactionniste. Pour qu'il y ait réseau, il faut qu'il y ait des rapports avec différentes sphères externes aussi à ce même cercle, et donc qu'il y ait tout un système d'interaction. Et c'est bien, en effet, sur ce modèle, vous l'aurez vu, que le Festival de Salzbourg repose. On voit sur cette diapositive que l'établissement du festival, fondé dans l'idée de défendre une culture allemande fin de siècle en péril, eh bien, recroise plusieurs cercles d'influence. À la fois l'association de la ville, le Salzburger Festspielhausgemeinde, qui est le premier cadre en fait, institutionnel, qui voulait fonder sur le même modèle de Bayreuth, mais justement dans une logique conflictuelle, Salzbourg, et promeut et finance initialement l'idée du festival, une sphère informelle, celle des salons privés, et notamment celui de la salonnière très influente et journaliste Bertha Zuckerklang, qui permet la rencontre dans ce cercle plus informel d'artistes chez elle. Et enfin, je le disais, le séminaire de Max Reinhardt, qui, à partir de 1928, influence l'évolution du festival. Et en fait, à deux égards. Avant ce séminaire, Salzbourg n'offrait que des représentations théâtrales. À partir de cette date, Salzbourg va aussi intégrer des représentations chorégraphiques, des opéras. Et donc, il y a un lien entre le fait qu'un séminaire pluriartistique, on l'a vu sur la slide précédente, mais je vais y revenir, d'enseignement de danse, de chorégraphie, etc., n'est pas sans lien avec le fait que le festival lui-même se diversifie à la même période dans l'offre de spectacles. Et d'autre part, je reviens à ma slide un peu compliquée, les membres circulent entre les différentes sphères. Donc en fait, entre l'école et le festival, entre ceux qui enseignent et ceux qui jouent, il y a énormément de circulation. Et c'est exactement sur ce principe, on va le voir, que repose le workshop à Hollywood. Précisément entre les mêmes interactions entre une sphère informelle, une école, des sphères professionnelles, les studios. Enfin, c'est une autre configuration, mais ça repose sur la même structure. Avec en cela de différent, qu'il s'agit d'une dimension plus transatlantique, puisqu'elle remobilise aussi des cercles antérieurs européens. Alors, de quelle pratique parle-t-on ? On en vient à quelque chose d'un peu plus illustratif. Comme vous pouvez le voir sur ces images d'archives, le Schauspiel und Regie-Seminar se distingue par son principe d'atelier pluridisciplinaire, l'attention portée à la chorégraphie,
au corps de manière générale. C'est l'enseignement de l'escrime aussi, hein, vous pouvez le voir. Mais se trouve aussi enseigné le cinéma, déjà, en 1928, ou encore la culture générale. Alors, pour l'historien de l'exil allemand Jean-Michel Palmier, la création du workshop est une manière pour Reinhardt de faire revivre ces écoles européennes aux États-Unis. Et si on en croit d'ailleurs les documents promotionnels de l'école, hein, vous voyez ici une brochure récupérée dans les Max Reinhardt Papers, eh bien, Reinhardt promeut en effet son workshop à Hollywood de cette manière, insistant sur l'antériorité européenne de sa pratique comme gage de cachet, garantie, et donc valorisant les expériences à Berlin et à Vienne. Et on peut lire, hein, Dr. Reinhardt brings into being his glorious artistic project patterned, le terme est intéressant, patterned, after his famous European schools. Et en effet, on peut noter un certain nombre de reports entre les images que vous avez vues précédemment et ensuite le workshop aux États-Unis. Vous voyez, là, c'est une nouvelle slide, mais cette fois-ci, c'est le workshop à Hollywood. Vous reconnaissez peut-être Edward Robinson, qui est en train d'enseigner à un groupe de jeunes femmes tout à gauche, bon, etc. Le principe pluridisciplinaire de l'école est évidemment reconduit. Comme on le voit sur ces archives, on retrouve bien des pratiques tout à fait similaires. On retrouve l'idée aussi de ce petit collectif, hein, apte à favoriser des personnalités artistiques. C'est comme ça que c'est promu, hein, dans la brochure de l'école. Le fait d'avoir des ateliers participatifs, c'est pour faire émerger des personnalités artistiques. Et cela est piloté donc par des enseignants artistes. Il est intéressant aussi de noter que la réputation de ces enseignants sert de moyen de promotion à l'école, hein, et on voit dans les brochures que on présente précisément les biographies courtes, les biobibliographies de chacun d'entre eux. Alors, cette complémentarité entre les disciplines représente un autre élément central dans les deux cas. Comme vous pouvez le voir sur la plaquette des cours. Alors, attendez. Se trouve en fait une proposition pédagogique qui liste les enseignements qui sont dispensés, donc je disais qui sont complémentaires en partant du haut, danse, histoire du théâtre, jeu d'acteurs, diction, cinéma, escrime. À nouveau, on retrouve l'escrime qu'on avait déjà dans l'Allemagne de la fin des années 20. Or, eh bien, ce qui change aux États-Unis, c'est sans doute que cette offre doit aussi satisfaire non seulement une approche complète de l'art, mais également une approche complète des industries culturelles. Les étudiants participent ainsi à des cours de production cinématographique, motion pictures production, de technique radiophonique, d'accompagnement musical, etc. Aussi, eh bien, il faut pouvoir analyser ce mélange entre des pratiques résolument nouvelles, l'apprentissage de l'enregistrement de la voix, par exemple, et d'autres pratiques qui, par contre, se reconduisent quasiment à l'identique, comme... c'est assez intéressant de mettre en parallèle ces deux images des ateliers de danse dont on voit que les exercices proposés sont très proches en fait. Je reviens au programme qui dénote de cette rencontre entre des expériences européennes et des attentes américaines mélangées dans un même programme pédagogique. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur le cas de l'une de ces nouveautés par rapport au séminaire de Vienne. Je l'annonçais en introduction, l'enseignement de la radio. La marginalisation dont je faisais mention se vérifie dans la répartition des enseignements. Sur cette liste de cours de la brochure de l'école, vous voyez, et je reviendrai dessus ensuite, mais vous voyez que sur 28 cours au total, seul un enseignement est consacré à la radiotechnique, dispensé par Charles Hemp, quand en fait les 27 autres cours ont plutôt attrait et sont liés au cinéma ou au théâtre. Alors si Reinhardt vient d'une Europe où, en Allemagne, la radio a largement été utilisée et théorisée pour ses capacités artistiques, l'art radiophonique, pensons aux écrits de Benjamin, de Brecht, d'Arnheim par exemple, qui fait éclore toute une tradition, par exemple en Allemagne de Hörspiel, ces pièces radiophoniques. Ici, celui qui enseigne la radio, Charles Hemp, incarne à l'inverse une vision américaine de la pratique radiophonique. C'est un ancien musicien de jazz,
leader de l'orchestre de l'US Ambulance Service en Europe. Donc en fait, il conduisait, le mot vient en anglais, conduct. Il menait un orchestre dans les hôpitaux européens, puis il revient aux États-Unis, il devient directeur d'une station radiophonique et enfin enseignant dans l'école de Reinhardt. Il est particulièrement connu pour avoir embrassé les potentialités de promotion de la musique par la radio aux États-Unis, et notamment le jazz. Alors, des rares archives qu'on retrouve sur les cours de radio, par exemple, on apprend qu'il était demandé aux étudiants de mémoriser, par exemple, 9 pages de termes techniques, ou encore de s'exercer à des scénarios où, alors je cite, one student is in the control room, donc un étudiant est dans la salle de contrôle, and the other one at the microphone, et un autre au microphone. Ou encore, par exemple, on apprend qu'il s'agissait de mémoriser les gestes à faire pour signifier le fait de baisser le son, le fait de passer un nouveau numéro musical, etc. Or, eh bien, sur ce domaine, contrairement au cinéma ou au théâtre, le workshop cède le pas à une vision industrielle de la radio comme espace de divertissement, où sont enseignées des techniques, des procédures pour performer une émission de la manière la plus efficace qui soit. La preuve étant, le fait qu'il n'y ait pas de cours d'adaptation radiophonique, alors qu'on sait bien qu'à cette période, les films, par exemple, peuvent être adaptés pour la radio, dit bien une différence de vision sur ce que la radio va être et comment elle va être enseignée. Max Reinhardt a à l'esprit un caractère artistique qui n'est pas ici enseigné et qui peut expliquer sans doute la raison pour laquelle la radio est marginale. Si l'intérêt c'est de trouver une vision artistique aussi dans ces arts, on peut comprendre pourquoi la radio qui n'est enseignée que comme technique ou comme manière de performer, ici montre un écart en fait de vision chez Reinhardt. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que dans la plupart de ses allocutions, quand il vient en parler des trois, il mentionne toujours la radio comme médium et le cinéma et le théâtre comme art, posant une distinction. À l'inverse, donc je disais, théâtre et cinéma sont enseignés à travers des cours théoriques, des cours de pratique ou encore des exercices corporels évocateurs de ces ateliers mis en place. Et pourtant, eh bien, ces pratiques reconduites, si elles circulent, sont difficiles à appréhender parce que Reinhardt a des positionnements qui fluctuent et qui sont différents en fonction des publics auxquels il s'adresse. On a vu sur la brochure, la référence aux écoles européennes sert un gage d'assurance. Eh bien, si maintenant on s'intéresse au discours, aux allocutions qu'il prononce en face de ses étudiants et des familles aux premières réunions ou en face de son corps enseignant. Dans son opening statement, par exemple, de l'ouverture de l'école en juin 1938, eh bien, le contenu change radicalement. Reinhardt ne valorise plus son expertise passée, mais plutôt sa capacité à présenter un principe fondamentalement nouveau. Là, il nous dira « There is no question merely of repeating what I have created ». L'école sera, je cite, « something that can only thrive on this soil » ou encore « something completely different and new ». Ce retournement entre l'écrit et l'oral, entre la brochure et le texte d'inauguration de l'école, requiert des stratégies d'analyse discursive et montre en fait le positionnement, comment se performe, selon quel public et quelle idéologie, évidemment, cette double conception associant apport de l'Europe d'une part et accueil de l'Amérique d'autre part se met en place. Car eh bien, lorsque Reinhardt s'adresse à la première promotion de l'école, il valorise l'intérêt de son workshop pour les États-Unis. Il promet d'inventer une formation pédagogique qui soit adaptée aux besoins et aux profits de l'art dramatique américain. Vous voyez, je continue de citer, c'est la première citation. « I will devote all my knowledge and ability to the development of dramatic arts in America ». Cela, car il s'agit, et enfin je cite la fin de la phrase, enfin je le traduis cette fois-ci, du pays, il dit, dont il est fier de pouvoir se considérer comme citoyen. The country whose citizen I am proud to consider myself. Démarche de positionnement de soi dans le pays d'un émigré, conscient qu'il va y rester. Le metteur en scène performe ici son acte de reconnaissance.
évocateur par ailleurs des exercices d'allégeance dont abondent les programmes radiophoniques à cette époque d'intégration des émigrés, comme par exemple le programme radiophonique de la NBC qui s'intitulait I Am an American, et en fait qui demandait aux émigrés arrivés aux États-Unis qui postulaient pour avoir la naturalisation de venir à la radio et d'expliquer leur amour de l'Amérique. Voilà. Alors on retrouve ici une rhétorique commune d'actes d'allégeance oralisés par les artistes émigrés aux États-Unis. C'est une conception défendue par exemple aussi par Thomas Mann, qui à l'occasion d'une conférence au Friedman Theater à Hollywood en 1938 pour avertir de la montée des fascismes en Europe, eh bien, devant un parterre de personnalités du monde du cinéma, faisait déjà cet acte d'allégeance aux États-Unis, et pour lui, ça passait par cette idée d'un ressourcement de la culture européenne sur le sol américain. Et c'est bien l'idée qu'on retrouve aussi dans la promotion du workshop de ressourcement de cette culture européenne. Et ça passe pour Reinhardt par le fait de travailler un répertoire d'œuvres majeures issues de la culture européenne. Pour autant, le travail autour des œuvres, comme le rappelle la théorie des transferts culturels, ne peut se satisfaire de simples mécanismes d'exportation, importation, et donc suppose bien des opérations de transformation, de mélange. Aussi, il ne s'agit pas d'une simple reprise des grands classiques, mais d'opérations plus complexes qui impliquent d'avoir évidemment à l'esprit le cas situé de la démarche. Mais cette idée de ressourcement, évidemment, bon, elle est historicisable à cette période dans ces groupes émigrés. Elle est très présente, et surtout, elle montre que pour eux, il s'agit d'autre chose qu'une sauvegarde culturelle. Ils disent quelque chose de supérieur, et c'est ainsi que Reinhardt l'exprime quand il dit que la présence de son école aux États-Unis va lui permettre de recréer un World Repertory. Et donc, il explique, par exemple, lorsqu'il présente le type de pièce qu'il va proposer au sein de l'école, que we have performed plays by Maeterlinck, by Thornton Wilder, Noel Coward, Pirandello, Hofmannsthal, Cocteau and Molnar, that, with time and space, in a nutshell, en un mot, is almost a world repertory. C'est presque un répertoire mondial. Bon. On pourrait quand même évidemment relever qu'il s'agit plus d'un répertoire occidental ou transatlantique que mondial, mais quoi qu'il en soit, l'école devient ce lieu escompté de cette synthèse culturelle où se côtoient et appartiennent à un même ensemble auteurs américains et auteurs européens. Ainsi, de nombreuses mises en scène au festival, au workshop, eh bien, reconduisent des mises en scène qui avaient été déjà faites à Salzbourg. C'est le cas, par exemple, vous le voyez ici, de Jedermann, cette pièce phare du festival de Salzbourg qui chaque année commence précisément par cette pièce d'Hofmannsthal. Ça va être le cas aussi de la mise en scène de Goldoni en 1926 à Salzbourg de Harlequin serviteur de 2 mètres, qui sera aussi reconduite au workshop. Et en fait, on a dans les archives de Reinhardt tous les prompt books, donc les cahiers qui montraient la préparation de ces différentes scènes. Une forme de prolongement, donc, sinon de ressourcement opère entre les mises en scène faites entre l'Europe, évidemment, et reconduites aux États-Unis, mais adaptées à un public américain, pour un public américain, et donc dotant ces pièces d'un caractère résolument transatlantique. Si je vous dis transatlantique, vous comprenez, ce n'est pas juste pour la circulation de l'Europe aux États-Unis, mais pour cette hybridation donc, qui se met en place. Et si vous l'acceptez, je voudrais prendre un cas un peu plus précis et rentrer dans le détail. En 1938, la pièce de Goethe, Faust, partie 1, est présentée lors du California Festival. Alors, le California Festival, c'est le festival associé au workshop for Stage, Screen and Radio. Il s'agit d'une pièce qui avait été régulièrement mise en scène par Max Reinhardt au Festival de Salzbourg et dont le matériel publicitaire à Hollywood ici souligne non pas seulement la correspondance, mais presque la jonction, le mariage entre les deux continents. Alors c'est en tout petit, mais je vais vous lire ce qui est écrit en dessous du nom de Max Reinhardt. On y lit California Festival Association presents Max Reinhardt Spectacular Salzburg in Hollywood production of Goethe.
Salzburg in Hollywood, on dit bien ce mariage de la pièce imbriquant ensemble ces deux lieux de production. Et vous voyez sur cette slide le décor de la représentation de 1933 à Salzbourg. Alors l'un des éléments avec Salzbourg, c'est évidemment de composer avec des espaces extérieurs, ouverts. Et ici, il s'agissait pour le chef décorateur Clemens Holzmeister de recréer une ville à laquelle il ajoute quelques éléments expressionnistes. Et bien quand, vous le voyez, à Los Angeles, 5 ans plus tard, le chef décorateur d'origine russe, Nikolai Remissov, se charge du décor de la même pièce pour le festival de Salzbourg, pour le workshop, pardon. Il reconduit non seulement une empreinte expressionniste qu'on voit aussi, mais l'organisation spatiale même de la ville que vous voyez eh bien, vient encercler le public. Dans les deux mises en scène, on voit bien ici la construction d'une ville qui vient jusqu'à encercler son public. Néanmoins, il serait réducteur d'y voir là une simple exportation ou influence, parce qu'on voit aussi en quoi les décors sont influencés par la marque de Nikolai Remissov, qui est donc un chef décorateur influent, en vogue à Hollywood, qui est aussi quelqu'un qui a travaillé dans la satire politique dans les journaux, qui est dessinateur, et donc qui y met une plasticité plus prononcée, et où si... je compare avec, par exemple, l'une de ces affiches, vous voyez des correspondances, par exemple, dans l'étirement des façades, avec un jeu sur les étages et ces toits allongés. Donc, en fait, c'est un vrai mélange disparate d'influences entre le Salzbourg de 1933, entre le dessin, les affiches de Nikolai Remissov, qui vient, en fait, mélanger ces référents culturels des deux bords de l'Atlantique. Alors, comme pour Faust, les inflexions culturelles d'un référent sur l'autre se vérifient dans les œuvres, pas seulement, mais aussi dans les cours et les enseignements. Alors, je n'ai pas le temps vraiment d'entrer dans le détail, mais les cours dispensés, je le disais, un certain nombre sont dactylographiés, nous restent, pas pour toutes les disciplines. C'est à peu près un tiers, en fait, des cours qui restent. Il y en a exactement 8, il y en a 5 qui se trouvent dans les... 4 entre les deux fonds d'archives, et puis 3, l'une dans le fonds de Dieterle, l'autre la Special Collection à USC, qui est le fonds où se trouvent les archives de Nikolai Remissov, et enfin on retrouve à l'université de Texas alors c'est pas vraiment les archives du cours, mais c'est les notes prises par un étudiant du cours de radio. Voilà. Donc, c'est les 7 cours qui nous restent. Mais ces cours sont intéressants parce qu'ils sont aussi des sources d'observation de ce mariage entre les référents. Alors, je vais prendre rapidement l'exemple de l'enseignement du cours d'histoire du cinéma, par évidemment tropisme, mais ce cours donc est dispensé par le réalisateur d'origine allemande William Dieterle, qui est donc un réalisateur sous contrat à ce moment avec Warner Bros. C'est important, j'y reviendrai dans quelques temps, et qui est, Christophe Gauthier nous l'indiquait fort justement en introduction, particulièrement connu pour sa série de biographies filmées réalisées entre 1936, commençant avec un film sur Pasteur, et jusqu'à 1942 avec un film sur Tennessee Johnson, mais à Warner, ça s'arrête plutôt à 1940 avec les dernières biographies sur Ehrlich et sur Reuter. Bon. Dieterle, on lui demande de faire les cours de faire 2 cours différents. L'un, c'est l'introduction à l'histoire du cinéma. Voilà, il aurait très bien pu être contemporain aujourd'hui, on lui demanderait les cours d'histoire du cinéma, et le cours de pratique. Alors, le cours d'histoire du cinéma est divisé en 5 modules, en 5 séances. The American Film, The Terrain, The Toolmakers, The Pioneer Producers, et enfin The Birth of Hollywood. Bon, c'est très subjectif, mais il me semble d'ailleurs que ces cours qui sont absolument méconnus sont des sources extrêmement riches pour voir comment ces artistes, en leur temps, pensaient pas seulement leur pratique, mais aussi l'histoire de leur discipline. Et voilà, je crois qu'un travail de numérisation et de valorisation serait vraiment profitable parce que
parce que autant on peut trouver des choses sur comment on considérait sa pratique, mais comment on considérait même l'histoire du cinéma dans ces années 30, c'est bien moins fréquent. Alors, au fond, ce que révèle le contenu de ces pages, alors dans le cas de l'histoire du cinéma, c'est une centaine de pages, pour ça ce serait un petit livre sympathique. Pour le cinéaste héritier du mouvement expressionniste, c'est une vision en fait agrégante du cinéma qui serait le produit d'une culture transatlantique où s'additionne l'apport de chaque pays. Regardez ce qu'il dit. France, it is true, started to bring art to the screen. Denmark, psychology. Sweden, lyric beauty. Germany, spirit and fantasy. Je suis pas sûre que j'aurais dit ça pour Germany. Italy, the glamour of great pageantry. On verra si Paola est d'accord. Yet, the essential things were still lacking. Movement. And that is what nobody but America could give. And she gave plenty. Bon, évidemment, je souris en vous lisant cet extrait parce que voilà, cette manière de privilégier le mouvement, conformément d'ailleurs à un cinéma que les Américains appellent justement motion pictures, et qui viendrait ici chez Dieterle comme parachever les contributions des autres cinématographies, témoigne aussi, bien sûr, d'un regard particulier, celui d'un cinéaste émigré aux États-Unis qui s'attache aux perspectives inclusives et englobantes du pays d'accueil. Alors, œuvre comme enseignement donne à voir des processus syncrétiques et des contenus hybrides. Cette hybridation, néanmoins, eh bien, elle tient à des personnes et aux circulations. Et donc, je voudrais désormais examiner comment un contexte d'émigration affecte ces processus. L'école de Reinhardt permet en effet de comprendre en quoi les émigrés et l'échelle des réseaux dans lesquels ils œuvrent eh bien, participent à ces opérations syncrétiques. Ou bien, comme le dit Max Reinhardt lui-même, à son corps enseignant lors d'une de ses allocutions de rentrée de l'école, « What a blessing it can be sometimes when a bunch, parenthèse, of foreigners is active in the right place. » C'est selon cette logique que Max Reinhardt voit dans la contribution des Européens dans son école une promesse. Quand un groupe d'étrangers est actif au bon endroit, the right place étant ici évidemment pour lui son école et l'Amérique. Alors, qu'est-ce qui fait de ce workshop un réseau donc, et comment il opère? L'école est donc composée de 28 membres, on l'a vu, 28 cours, 28 membres, et vous voyez ici les noms de ces enseignants. Alors, nombre d'entre eux sont de célèbres artistes de leur discipline. C'est le cas de John Huston, par exemple, réalisateur emblématique du cinéma classique hollywoodien. C'est le cas des acteurs centraux de la période comme Edward Robinson, Paul Muni, par exemple. Je le disais, le chef décorateur Nikolai Remissov. Vous avez le compositeur Korngold, Rudolf Maté, un chef opérateur très célèbre d'Allemagne, etc., etc. Donc vraiment des experts, des artistes experts de leur discipline. Alors, d'un point de vue sociologique, en fait, les 3/4 exactement de l'équipe enseignante sont des artistes d'origine étrangère. C'est-à-dire que 7 membres seulement, les 7 que vous voyez ici soulignés, sont des artistes américains. Sur les 28. Donc ça fait vraiment un tiers. Et tous les autres sont des émigrés venus au cours de différentes vagues, c'est important, d'émigration, dont évidemment celle de 33-40 aussi, qui est importante. Alors, je voudrais montrer, comme je l'ai exposé avec Salzbourg, que ce réseau fonctionne aussi, le workshop, sur l'enchevêtrement de différentes sphères, mais qui connaissent évidemment des temporalités différentes. Au sein du workshop, on peut donc détecter un premier sous-cercle d'artistes qui, en fait, partagent une même sociabilité antérieure liée à la personne de Reinhardt. Donc, ce premier cercle, c'est vraiment les collaborateurs avec lesquels il a déjà travaillé sous Weimar, en Europe, au début du XXe siècle, avant son émigration aux États-Unis. Ce réseau, il repose en partie, c'est important, pas seulement donc sur le fait d'être émigré, mais sur le fait de se connaître avant en Europe. On peut ici y associer, par exemple, sa femme, évidemment, Hélène Timing. Je redis son nom parce qu'en fait, on va revenir à elle en toute fin de présentation. Donc, sa compagne Hélène Timing, le compositeur Korngold, ainsi que les comédiens qui ont commencé leur carrière au sein de sa troupe, comme Joseph Schildkraut, Vladimir Sokolov ou encore William Dieterle. Autrement dit, on les voit là. Non,
news pour après. Autrement dit, en s'entourant de personnalités ayant déjà appartenu à un cercle professionnel antérieur, un transfert se met en place, ne serait-ce que par la présence de personnalités déjà familiarisées avec ces pratiques. Un second cercle est celui du studio Warner Bros. Un tiers de ces enseignants travaillent en effet à une même période pour ce studio, avec lequel Reinhardt collabore lui aussi en 1934 lorsqu'il co-réalise avec William Dieterle A Midsummer Night's Dream, songe d'une nuit d'été. Alors, ainsi, il puise dans cet autre cercle auquel il a été associé, Warner Bros, ses collaborateurs liés au domaine du cinéma et en majorité sous contrat avec ce studio. Donc je suis désolée, je passe d'une slide à l'autre, mais on peut y nommer John Huston, le producteur Henry Blanke, les acteurs Edward Robinson, Paul Muni, Vladimir Sokolov, Joseph Schildkraut, le chef opérateur Tony Gaudio, le compositeur Wolfgang. Ils sont vraiment sous contrat avec Warner, donc il y a une vraie sphère professionnelle aussi qui montre qu'un tiers de l'équipe y appartient. Ce point est important des studios parce que, je le disais, ils financent des bourses pour l'école. Et en fait, c'est exactement 25 bourses qui sont réparties entre Warner Bros, Paramount et MGM chaque année. Les studios décident aussi des conditions de présence de leurs artistes dans le workshop de Max Reinhardt. Les studios disposent en effet d'un droit de rétractation à l'égard des activités annexes de leurs employés. C'est ce que le producteur de Warner Bros, Al Wallis, rappelle par exemple à son responsable du département juridique le 22 avril 1938. We will permit Dieterle to teach as a member of the faculty of the Reinhardt School, provided he is not preparing or shooting a picture. It must be definitely understood that he can only do this between picture assignments. Also, this is revocable at our discretion at any time. Dieterle trouve quand même à contourner cette rigidité. S'il ne peut pas aller au workshop, c'est le workshop qui viendra à lui. Et en effet, il invite ses étudiants sur les plateaux de tournage, n'en déplaise aux producteurs. Comme le rappelle par exemple Savio Giovacchini, je le cite, donc « During the filming of Juarez », pendant le tournage de Juarez, studio officials se plaignaient tellement de Dieterle qu'ils n'arrêtaient pas d'inviter les étudiants de Max Reinhardt sur le plateau. Et effectivement, dans les photos de tournage qu'on peut trouver à la Margaret Herrick Library de Juarez, on voit, c'est intéressant, des étudiants sur le plateau. Donc ça semblait déplaire aux producteurs. Qu'en est-il des étudiants? Je vous parle des cours, des professeurs, mais évidemment les étudiants. Alors leur présence et expérience est bien plus difficile à analyser car il n'existe pas de registre des promotions dans les archives. Et donc là, c'est un vrai jeu de puzzle que de retrouver les individus qui y ont étudié. Ça pose une question, pourquoi les registres n'y sont pas, évidemment, auxquels j'ai absolument aucune réponse. Mais néanmoins, j'ai retrouvé le nom de quelques étudiants par-ci par-là, tels que Ada Clark. Alors, elle est intéressante parce qu'elle n'a pas fait carrière, on ne retrouve pas son nom dans des films auxquels elle aurait joué, mais par contre, il existe justement, je vous parlais de l'université Kansas, je vous ai dit Texas, je me suis trompée, c'est Kansas, l'université de Kansas, une bourse à son nom et des archives justement liées à cette bourse qui sont les archives de ses notes sur les cours. Il y en a plusieurs, mais c'est sûr, c'est bien plus conséquent pour les études, pour le cours radiophonique. On en trouve un peu sur le cours d'histoire du cinéma, donc c'est intéressant, ça permet de recouper ce qu'elle a appris comme notes et le cours de Dieterle. Elle n'était pas très consciencieuse, mais le cours de radio devait lui plaire beaucoup plus parce que là, c'est bien plus dense et justement, c'est là qu'on apprend le type d'exercice, en tout cas de prérequis pédagogiques. Un autre exemple d'étudiante qui est intéressant parce que cette fois-ci, elle a fait carrière, c'est Frances Cavanos, qui est une scénariste, une future scénariste à ce moment, qui donc est repérée à la sortie du workshop par le réalisateur Robert Tansey. Son embauche, donc recrutée avant même la sortie de l'école, c'est ça l'idée, semble vérifier l'observation de Jean-Michel Palmier, selon qui l'attraction que représentaient les studios expliquerait la fermeture anticipée de l'école. Ce serait parce que finalement, les studios auraient embauché très rapidement.
C'est une observation qu'on pourrait néanmoins interroger, sachant que les studios fournissaient des bourses. On pourrait se demander pourquoi finalement ils recrutent avant la fin même de l'école, mais en tout cas des rares commentaires sur cette école, c'est ce qui justifierait sa fermeture. Mais revenons à l'enchevêtrement de mes cercles. Entre le cercle weimarien et celui de la Warner Bros, on a vu qu'il y a un certain nombre d'enchevêtrements, donc d'artistes qui à la fois travaillaient à Warner Bros et étaient en même temps d'anciens collaborateurs. Cela interroge par exemple la question de la capitalisation de tout un réseau, de toute une sociabilité en Europe sur lequel reposent ensuite les collaborations qu'on peut faire aux États-Unis. Et deux autres cercles, enfin, vous voyez ici, alors MRW, c'est le Max Reinhardt Workshop. Deux autres cercles, les salons et le EFF. Le EFF, c'est le European Film Fund, j'y viens, s'enchevêtrent aussi, donc, et nourrissent le workshop de Reinhardt. Alors, les artistes qui enseignent au workshop sont aussi des membres, fréquentent régulièrement le salon de la scénariste d'origine austro-hongroise, Salka Viertel. Alors, il s'agit d'un salon, celui de Salka Viertel, qui rassemble avant tout des émigrés européens, mais aussi des artistes progressistes américains, et où se discutent les projets artistiques, où se forment des collaborations, mais aussi, et c'est important, où se débattent les questions politiques de l'époque. La chercheuse autrichienne Carla Berbenmeier a parfaitement exposé le rôle de ce salon en termes de politisation de l'industrie cinématographique, mais aussi en termes de space of cultural translation, donc en quoi le salon est à la fois un lieu politique, mais aussi un lieu interculturel. C'est ce que, je ne reviens pas dessus, mais c'est par exemple ce que Gerd Gemungen, qui est un historien aussi de l'exil aux États-Unis, explique quand il va s'intéresser à ce salon, que c'est un endroit où on se discutait les questions politiques et où donc se raise political awareness among the larger population of Los Angeles. Le second cercle, et après je m'arrête sur ces enchevêtrements, c'est le European Film Fund. Alors, juste un mot sur cet organisme, c'est important pour comprendre la dernière partie de ma présentation. Le 5 novembre 1938, Ernst Lubitsch, Dieterle, le scénariste Jackson Felix et l'agent Paul Conner fondent cet organisme à Hollywood, le European Film Fund, et y établissent le siège dans les bureaux de Paul Conner sur Sunset Boulevard, à quelques blocs seulement du workshop de Max Reinhardt, créé seulement 4 mois plus tôt. L'EFF accompagne en fait les démarches d'émigration des artistes et intellectuels en Europe en leur obtenant des visas, des garanties financières nécessaires et en aidant financièrement les émigrés qui viennent juste d'arriver et qui se trouvent dans des conditions difficiles. Pour mener cette action caritative, l'organiste, et c'est ça en fait qu'il singularise par rapport à d'autres associations caritatives de l'époque, repose exclusivement sur la participation financière d'artistes émigrés dans l'industrie cinématographique. Premier point. Deuxième point, les studios se prêtent comme caution pour les artistes candidats à l'exil. Donc en fait, les studios offrent des contrats de travail, parfois réels, parfois bidons, pour pouvoir justement aider à l'obtention d'un visa. Donc vous voyez qu'il y a ce pôle aussi un peu plus méconnu des studios olympiens comme lieu d'accueil. Il y a un très beau passage dans le texte de Klaus et Eric Hamann qui s'appelle Escape for Life, fuir pour survivre, où ils comparent Hollywood en termes dichotomiques à ce marais enchanté, l'usine à rêve, et en même temps ce Hollywood hospitalier. Et donc voilà, il y a cette double polarité, et on parle moins souvent aussi du Hollywood hospitalier. Et comme vous pouvez alors le voir sans doute difficilement parce que la qualité n'est pas au rendez-vous, mais vous pouvez me faire confiance sur cette liste des donataires au EFF, et bien des artistes qui enseignent à l'école de Max Reinhardt, tels que Henri Blanke, Korngold, Dieterle, Sokolov et d'autres, pour n'en citer que quelques-uns, sont donc contributeurs actifs au sein de ce réseau et ce faisant se retrouvent aussi dans cette sphère extérieure, mais où se débat plus intensément les questions politiques, les questions de migration, l'urgence, et où donc finalement ces questions, enfin vous voyez que c'est pas seulement un espace de circulation des personnes, c'est aussi un espace de circulation des informations, des idées et des empathies. Et
Ça, c'est important pour comprendre comment en fait le workshop devient aussi ce lieu qui remobilise et qui devient syncrétique dans à la fois la circulation des personnes, des œuvres et des émotions. Alors c'est finalement sur une distance très restreinte de 5 km que les 3 principaux cercles émigrés nourrissant le workshop de Max Reinhardt se côtoient. Vous voyez, hein, le studio de Warner, Burbank, on est vraiment à... Enfin, Hollywood est éclaté, donc en fait, un périmètre de 5 km à Hollywood, ça veut dire que c'est très proche. Le workshop de Max Reinhardt et le EFF. L'intérêt de la cartographie ici permet de visualiser la proximité géographique des cercles émigrés entre eux et de rendre compte de l'enchevêtrement de ces différents cercles dans un espace défini. Le fait que la proximité géographique favorise ces croisements permet de comprendre concrètement comment l'agency des émigrés se met en place grâce à des logiques de regroupement en dehors des studios, mais en même temps proches d'eux et connectés à eux. Par le fait de créer des espaces d'échange différents, avec des fonctions différentes, pédagogiques, caritatives, professionnelles, informelles, mais qui néanmoins se recroisent. Donc, dans le contexte de neutralité politique, qui est celui des années précédant l'entrée en guerre des États-Unis, parce que pour l'industrie du film, jusqu'à Pearl Harbor, il y a un Neutrality Act qui impose de ne prendre parti ni pour ni contre les conflits en Europe, de ne pas parler des migrations, etc. Donc pour ces artistes, il faut contourner, il faut trouver des formes d'expression différentes, et précisément dans ce contexte de neutralité, eh bien, les réseaux émigrés permettent par la logique de groupe de déplacer l'expression politique dans des lieux, ou sinon sous des formes, sinon détournées, du moins inattendues. Une école, par exemple, représente bien un lieu plus discret de politisation que ne le serait un film, le pédagogique étant moins scruté ou contrôlé, et parvient ainsi à importer un discours sur les conflits en Europe ou à participer au processus d'aide à l'immigration. Et donc c'est vu sous cet angle des interactions entre émigrés et les modalités de regroupement dans le domaine artistique à Hollywood que je voudrais montrer les différentes lectures politiques des œuvres qui sont produites au sein du workshop pour terminer cette conférence. Alors une première lecture, évidemment, c'est celle de la réappropriation culturelle avec le choix de certaines œuvres. Si je repense à la performance de Faust, dont j'avais parlé plus tôt, le fait d'en faire une représentation en Amérique en 1938 par des artistes émigrés qui mettent en valeur, à la toute première saison du festival, du California Festival, un auteur emblématique de la culture allemande, opère une forme de continuité avec Salzbourg, où c'est précisément en 1937 pour la dernière fois que cette pièce est jouée. Donc en fait, en rejouant en 1938 une pièce qui n'est plus jouée à partir de 1937, et donc la mainmise des nazis sur Salzbourg, c'est créer au fond cette forme de continuité. Dans le même esprit, Reinhardt porte une attention toute particulière à la pièce de Jedermann de Hugo von Hofmannsthal, avec qui il avait créé Salzbourg, et je le disais, qui est encore aujourd'hui la pièce d'ouverture du festival. En mettant en scène cette pièce, alors là vous avez le prompt book. On va très mal voir, il va falloir à nouveau me croire sur ce qui est inscrit dans ces documents. Mais donc en mettant en scène cette pièce au sein du California Festival en 1940, Reinhardt ne promeut pas seulement une pièce désormais bannie en Europe, il réalise à nouveau une forme de continuité culturelle en reproduisant les décors. Donc on voit vraiment que les décors là sont reproduits quasiment à l'identique. Le prompt book donc montre que la représentation californienne vise à mettre en avant les mêmes éléments. Donc c'est ce qui est indiqué là dans ces passages, à savoir la structure ouverte, la valorisation des éléments religieux et les formes d'adresse au public. C'est vraiment 3 éléments dont on voit dans les documents préparatoires qui sont mis en avant. Pour cette pièce, slide suivante, il fait appel à des collaborateurs européens émigrés aux États-Unis. Alors vous avez sur la gauche, vous voyez encore un document préparatoire du Jedermann pour le California Festival en 1940, et je vous ai mis sur la droite la brochure de l'équipe de la toute première représentation de Jedermann en 1920. Vous voyez par exemple le nom de... Oh,
J'ai des animations normalement. Ah non, c'est cet ordinateur, ça ira mieux. Alors on voit très mal, mais c'est écrit Augusta Adler. Augusta Adler, c'est l'ancienne secrétaire de Reinhardt en Allemagne et qui aide à faire émigrer et qui devient chercheuse pour Warner Bros. Dans le Research Department, donc dans le pôle de recherche et documentation. Elle devient l'une de ces hair trackers, enfin, des chercheurs qui sont employés au sein des studios pour les films historiques, pour en fait travailler à toute la reconstitution, tout le rassemblement des éléments historiques en vue de réaliser des films à caractère historique. Donc voilà, elle passe de secrétaire de Reinhardt à Warner Bros. Mais donc elle est à Hollywood et il la rappelle précisément pour travailler sur cette pièce de Jedermann. Autre nom, Nilsson, qui en fait, vous le voyez dans l'équipe, le premier compositeur de la pièce et qui à nouveau en fait est appelé. Donc en fait par-delà les continuités des œuvres du festival, grâce à ces circulations transatlantiques et au cadre de l'école, ces formes de prolongement culturel opèrent grâce au mode d'interaction, vous comprenez, dans ces réseaux transatlantiques. Je le disais aussi, l'un des cercles qui nourrit le réseau du workshop est celui du salon de Salka-Viertel ou encore le EFF, tous deux associés à des activités politiques et d'aide caritative à l'exil. C'est ce qui explique comment le workshop se retrouve ainsi intriqué aussi dans des activités d'aide à l'immigration et ose des prises de position politiques engagées en dépit de la neutralité imposée aux États-Unis. Je terminerai par un dernier exemple. Le workshop accueille en 1939 une troupe antifasciste, les Continental Players. Alors cette troupe ne se produit qu'une seule fois, avec la pièce de Friedrich Schiller, William Tell. Néanmoins, ce spectacle sert avant tout à rassembler des noms illustres de la scène théâtrale weimarienne, que je mentionne ici, je ne vais pas reprendre tous ces noms, et trouve ainsi une manière de faire venir aux États-Unis ceux qui n'y seraient pas déjà. Donc une action caritative d'aide à l'immigration. La mise en scène est faite par le réalisateur et metteur en scène allemand Leopold Gessner. Et cette mise en scène, elle joue en fait d'analogie temporelle pour évoquer la situation en Europe. Dieterle, qui fonde la troupe, retrouve ici Gessner, qu'il connaît depuis 1921 pour l'avoir assisté sur son film Les escaliers de service et fréquenté au Stadttheater de Berlin entre 23 et 24. À nouveau, vous voyez comment sous le prisme des réseaux et des synergies d'artistes sensibles aux mêmes questions, le cadre du workshop favorise bien la jonction de sociabilité antérieure et actuelle au bénéfice d'une action à la fois caritative et de revendication politique. On comprend mieux sous cet angle que le workshop fasse l'objet d'une attention dans le dossier FBI du couple Dieterle. Alors bon, toute proportion gardée de la source, il est indiqué que, je cite, « Le but de cette organisation était de donner un emploi aux écrivains et acteurs, pour la plupart communistes ou sympathisants communistes. » Bon, il ne s'agit pas ici de débattre de cette identification à partir d'une source elle-même déterminée idéologiquement, mais d'indiquer au moins deux choses. La première, c'est le rôle de l'échelle du réseau dans les logiques de contrôle et de suspicion communiste à l'encontre notamment des émigrés européens. En fait, si on prend le dossier FBI de Dieterle, c'est très intéressant parce que avant d'ouvrir mon premier dossier FBI, j'imaginais voir des noms de personnes ou voir des noms d'actions, voir une liste de suspicions et ces raisons. Et en fait, pas du tout. On voit des cercles, on voit des réseaux. Et d'abord et avant tout nommer le Russian Relief Fund, le EFF, le Workshop, le Emergency Rescue Committee, etc., etc. Comme si finalement, au fond, ça nous disait que ces suspicions, elles ne se font pas juste d'individu en individu, mais presque comme par capillarité sociale. Que les cercles indiquent déjà vers qui aller chercher. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de revoir aussi ces dossiers FBI en portant attention vraiment aux réseaux qui y sont indiqués et pas seulement, et finalement, en tout cas dans le cas de Dieterle, je ne pourrais pas parler d'autres cas, mais dans le cas de Dieterle, les cercles ont une part beaucoup plus importante pour relier des connexions et arguer d'actions anti-américaines, communistes, présumées, du fait des sociabilités et pas des actions, pas de certaines de ces pièces qui présente un caractère
antifasciste prématuré, dont on sait que cet antifascisme prématuré va devenir l'un des lieux de formation d'une critique de communisme, mais vraiment, donc pas tant sur les contenus de ces films, qui pourtant, si on les regarde, ils sont des films d'antifascisme prématuré, mais vraiment sur les cercles. Et donc ça, c'est intéressant. Le second élément, donc, c'est le rôle politique souterrain de l'école, donc que la représentation de William Tell n'ait pas rencontré un large succès, si vous avez une question sur la réception de cette pièce, auprès du public américain, au fond, ça ne répond pas en définitive du tout au but visé par cette pièce, c'était de faire venir et d'exprimer une parole politique à ce moment donné. Donc, à nouveau, toute mesure gardée de l'orientation politique de cette source, elle n'en demeure pas moins révélatrice des stratégies infrapolitiques que les réseaux peuvent mettre en place par le biais du recroisement de différents cercles. L'action pédagogique de l'école offre ainsi un espace discret de circulation transatlantique des idées, des émotions et des personnes. Alors je conclurai cette présentation en évoquant des prolongements possibles ou des mises en perspective possibles de cette recherche avec d'autres centres de formation marqués par des configurations d'exil et de migration analogues. Workshops, séminaires et écoles constituent un point d'observation permettant d'embrasser le rôle du pédagogique dans l'insertion initiale des émigrés dans le tissu social américain, accès au travail, conditions matérielles d'existence pendant un temps grâce à l'enseignement, lieu de rapprochement entre émigrés, espace de circulation des héritages et des pratiques européennes. Le compositeur Hans Eisler, par exemple, qui travaillera pour l'industrie hollywoodienne, a débuté son émigration américaine grâce à un contrat avec la New School for Social Science à New York. Nombre d'écoles artistiques s'enrichissent en effet. The Black Montage College se relocalise, l'école de Francfort, où sont créés le workshop de Reinhardt, le workshop de Piscator, en 40 pour celui-ci, du fait de l'arrivée d'artistes émigrés dans les années 30 et 40. Et donc, en fait, au-delà de ces spécificités géographiques, New York, Hollywood ou l'Europe, et de celles pédagogiques et disciplinaires, cette approche passant par diverses formes d'interaction des émigrés pose la question suivante. Qu'est-ce que permet la forme séminaire ou workshop en tant que forme spécifique de formation, transmission et circulation d'une culture transatlantique en temps d'exil? On pourrait alors revoir les activités de différents lieux sous cet angle. Le Dramatic Workshop, je ne vais pas rentrer dans le détail, a été adossé à la New School for Social Research et réunissait à nouveau de nombreux artistes et intellectuels exilés. Parmi ses enseignants, on retrouve Piscator, sa femme Maria Ley, Karl Zuckmayer, Stella Adler, etc. De ses étudiants, on retrouvera Robert De Niro, Marlon Brando et bien d'autres. À comparer donc ces deux centres, vous voyez, on retrouve aussi à nouveau ces principes interartistiques, pluridisciplinaires. Vous voyez là les brochures de l'école. Bon, celles-ci, on a la chance, elles sont numérisées par la New School, donc si ça vous intéresse, c'est en ligne. Et il serait intéressant d'interroger ce que l'exil et les migrations font aux dynamiques de regroupement et au rôle que les réseaux de l'immigration artistique peuvent jouer dans le type d'hybridation et de sémantisation des œuvres, mais pas seulement, aussi des pratiques et des enseignements. Je terminerai vraiment, cette fois-ci, par citer un tout dernier lieu, un dernier séminaire, lui aussi transatlantique. Vous avez peut-être deviné, vous me voyez peut-être arriver avec le Salzburg Seminar in American Civilization, créé à l'initiative de Harvard University. Alors, l'anthropologiste Margaret Mead justifiera le choix de Salzbourg en ces termes. The final choice of Leopold Scrum at the site had very important implications for the success of the seminar and for some of the alternative choices which arose during the summer. Under Max Reinhardt, the Leopoldskron had been carefully preserved as a period spot. The spacious rooms, the formal gardens, the terrace by the lake presented a consistent stage set, an articulate architectural backdrop for a way of life devoted to the arts. Le château de Salzbourg incarne une idée de culture qui est ici partagée de part et de l'autre de l'Atlantique, mais une culture qui est aussi question de préserver et de sauvegarder.
préservation, cette sauvegarde, c'est bien les deux principes fondateurs à la fois du Festival de Salzbourg et du workshop de Reinhardt aux États-Unis. Le fait alors que l'un des cofondateurs du Salzburg Seminar in American Civilization, l'émigré d'origine autrichienne Clemens Heller, c'est lui en fait qui a eu l'idée d'en localiser les rencontres à Salzbourg, et bien cela tient avec sa rencontre dans le métro de New York avec Hélène Timmig, la veuve de Max Reinhardt, qui lui dit eh bien, pourquoi tu ne ferais pas ça à Salzbourg, là où mon mari avait fait son séminaire. En fait, évidemment, ça dépasse le cadre de l'anecdote, même si ça fait sourire. Cet exemple réaffirme le besoin d'examiner les incidences biographiques et leur trajectoire transatlantique au prisme de l'agency que produisent les liens de sociabilité émigrée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Claire pour ce panorama donc, à la fois en termes de temps et de lieu, hein, donc, qui nous a permis de traverser plusieurs fois l'océan Atlantique en effet, aller-retour, y compris à un moment où on pensait qu'il n'y aurait pas de retour, hein, d'ailleurs, hein, donc voilà. Et on le voit avec vraiment, ça c'est tout à fait... Alors moi, on n'avait pas vraiment échangé sur tout ce travail que tu avais fait en fait ici dans le cadre du doctorat, avec une exploration des archives partout. Enfin, c'est assez impressionnant à Kansas University, à Los Angeles, en Allemagne bien sûr, en Autriche, etc., etc. Donc c'est vrai que voilà, enfin, on voit aussi hein, donc, cette sorte de, enfin, cette forme de séminaire qui finalement et cette dimension transatlantique, transnationale, qui nécessite une sorte de recherche-monde comme ça, en fait, hein, donc voilà, qui certes est rendu plus aisé par parfois la numérisation, à tout le moins des instruments de recherche, mais qui nécessite néanmoins de se déplacer pour justement hein, donc, aller voir les documents sur place. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, je pense que c'est aussi un type de recherche, c'est un petit peu en dehors du sujet, qui certainement, en l'absence d'instruments de recherche accessibles, je veux dire, en fait, immédiatement par Internet, n'aurait pas été possible en réalité il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, parce qu'aujourd'hui, au moins, on peut accéder aux outils, aux inventaires, etc. etc. Et là, on voit à quel point ça devient quelque chose de tout à fait spectaculaire, en réalité, je trouve. Voilà, c'était une présentation tout à fait spectaculaire hein, donc, pour montrer hein, donc, ce qu'il en est de cette pratique du séminaire, du workshop. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu aussi, souvent, tu as évoqué, pas vraiment l'un pour l'autre, mais le séminaire, le workshop, l'atelier, comme si finalement ces trois formes en fait hein, donc, se mélangeaient avec toujours une dimension de formation. Mais voilà, donc on sent qu'il y a quand même une intrication entre ces différentes pratiques, hein, si l'on veut, dès les années 20 en réalité, et dès la création donc, du séminaire de Vienne donc, par Max Reinhardt. Alors, je voulais savoir, et donc je vais vous passer le micro, donc, si vous aviez des questions, donc, des demandes de compléments, des remarques à formuler auprès de Claire Demoulin. Dimitri Véziroglou. Merci beaucoup Claire, c'était vraiment tout à fait passionnant et extrêmement riche et spectaculaire en effet. Et j'ai juste quelques points de détail puis une question peut-être un peu plus générale par rapport au cinéma. Quelques questions de détail d'abord sur tu as parlé de la place de la radio qui est quand même effectivement très très réduite, mais je me demande, mais c'est ça, est-ce que dans les notes d'Ada Clark par exemple on en a quelque chose, si dans les cours de jeu actoral, on n'intègre pas quand même, puisque tu as parlé des adaptations de films, il y a aussi des adaptations de pièces cinématographiques dès les années 30 qui sont importantes, si on n'intègre pas quand même le jeu pour la radio à un moment ou à un autre, ou s'il est uniquement cantonné au cours de radiotechnique, parce que est-ce que voilà, le fait de jouer pour le médium radiophonique
n'est pas abordé dans les cours de Rathbone ou de Edward G. Robinson ou voilà, dans les cours de jeu actoral. Ça, c'était une première question. Je ne sais pas si je pose toutes mes questions. Oui, oui. Merci beaucoup, Dimitri, pour cette question vraiment très importante et qui me permet de préciser effectivement cet aspect. Tu as parfaitement raison. Certes, il y a vraiment un cours de technique radiophonique qui montre cette marginalisation de ce médium par rapport aux deux autres arts. Ça ne veut pas dire que la radio ne rentre pas aussi dans d'autres cours, mais à chaque fois quand j'en ai trouvé des occurrences, c'était toujours encore de manière marginalisée. Alors effectivement, ça veut dire que en fait, sa présence est bien plus diffuse et moins identifiable que de l'escrime, des cours par exemple de History of the Theatre. Bon, on se doute bien que ça ne va pas être là, donc voilà, c'est pas dans ces unités, mais effectivement, donc dans le cours, et celui-ci on l'a alors on n'a pas le cours complet, mais on a vraiment des bribes, le cours de voix, Voice, de Nina Kochetz, et dans son cours à elle, en tout cas dans le peu de choses qu'il reste dans les archives, là c'est dans celle de Binghamton, il apparaît très clairement que la question de la voix pour la radio apparaît. Parce qu'en fait, dans les exercices qui sont mis en place, par exemple, il y a un exercice qui est celui de l'intonation. Il y a des exercices dont on voit bien qu'ils sont davantage pensés pour le théâtre. Par exemple, il y a un exercice sur la propulsion des voix. On se doute bien que ce n'est pas pour la radio, mais celle des différentes intonations, c'est pas écrit clairement que c'est pour la radio, mais on peut en fait suspecter que derrière ce cours de voix, effectivement, c'était un cours en fait qui était beaucoup plus transversal et qui venait à intégrer des aspects pour les trois disciplines. Donc, on retrouve, comme tu le dis, je l'ai pas trouvé dans le peu de choses qu'il y a sur les cours de acting. Et en même temps, on peut peut-être supposer que les cours de acting n'étaient pas dactylographiés et que c'était des ateliers où ça se faisait en présence et donc il n'y a pas de traces comme on peut avoir d'histoire du cinéma. Ou pas, parce qu'il y a bien des traces du cours de création cinématographique. Hein. Donc peut-être qu'en fait, il y en a, elles ne sont pas restées. C'est intéressant aussi, sans doute, de comparer ces cours de théorie et de pratique, parce qu'autant les cours de théorie ou d'histoire sont assez concis, sont assez clairs, sont assez structurés. Les cours où ils essaient d'expliquer la pratique et où c'est dactylographié, on voit bien que ça cafouille, c'est plus quelque chose d'un peu maïotique où le professeur pose une question et en fait on a la retranscription des réponses des étudiants, où souvent c'est expliqué que c'est difficile d'expliquer. C'est une phrase qui revient souvent, que c'est compliqué d'expliquer son art, mais donc on retrouve énormément de métaphores. Voilà. Par exemple, dans les cours de Dieterle qui explique la création cinématographique, il a cette métaphore du jardinier. Voilà, un réalisateur, c'est comme un jardinier qui doit nourrir sa plante. Donc, moi, j'ai pas compris toute la métaphore, mais c'est des cours qui sont un peu moins structurés, pensés, les cours de pratique. Et donc, oui, je vais faire plus synthétique sur ma réponse, mais il y a quelques cours transversaux comme la voix qui finalement recroisent. Je continue. J'avais une deuxième question. Non, c'était pas une question, c'était juste ça m'a étonné de trouver John Huston au scénario, enfin en cours sur le scénario. Enfin, ça m'a étonné. Je trouve ça. Oui. Non, bien sûr, mais qu'il enseigne le scénario dès 1938, ça me semble. Ouais. Enfin, voilà, je trouve ça. Il me semble, on voit. Non, mais tu as absolument raison, et c'était une des remarque aussi que je m'étais faite, et ça renvoie tout de suite vraiment au poids structurant de Warner Bros. Parce que précisément c'est le studio avec lequel il va travailler après avoir mis en scène le Songe d'une nuit d'été au Hollywood Bowl, et donc c'est son entrée, et donc on imagine que par ce cercle justement il y a un certain nombre de contacts. Oui, voilà, oui.
Et puis, j'avais une question sur, je sais pas, peut-être que tu l'as dit, mais je l'ai pas entendu, ou peut-être que tu sais pas, justement, parce que tu parlais des registres d'étudiants qui n'existaient pas, voilà. Mais est-ce qu'on a une idée quand même de la taille d'une promotion, enfin, du nombre d'étudiants, plus ou moins C'est vraiment une très bonne question. J'ai été très embêtée par le fait de ne pas trouver les registres. Donc, si vous avez une idée sur où ils pourraient bien être, je suis preneuse. Non, ce que je sais, c'est qu'il y a 25 bourses par an. Donc, on peut supposer que ce n'est pas 25 bourses pour 25 personnes, mais outre le fait qu'il y a au minimum 25 personnes, je ne sais pas, peut-être le double, peut-être 5. À nouveau, c'est vraiment... Oui, parce que pour 28 enseignants, il faut quand même Bah oui, oui. payer ces gens, j'imagine, Absolument. malgré tout. Donc s'il n'y a que 25 étudiants, ça semble être un... Alors c'est un surencadrement que l'université dans son ensemble adorerait pratiquer, mais enfin voilà. Donc, Bien sûr. Un travail que je n'ai pas fait, mais qui pourrait peut-être nous l'indiquer, c'est de reprendre toutes les brochures où quand même ils ont des photographies des ateliers et s'amuser à compter. Alors, c'est une question qui complète, avant de repasser la parole à Dimitri, enfin, qui complète ou qui prolonge la question de Dimitri. C'était parce que là aussi, je pense que tu l'as dit, mais très rapidement. Donc, l'école, en fait, s'arrête, tu disais, en 1942, c'est ça. Donc, on peut dire qu'il y a 4 promotions, du coup. D'accord, puisque c'est avant Max Reinhardt meurt en 43. 43. Oui, donc, mais c'est pas du tout lié à, je sais pas, la maladie de Reinhardt ou quelque chose comme ça, etc. Donc, en tout cas, j'ai rien trouvé dans d'accord, qui explique. Il n'y a pas des documents financiers. L'école vivait à peu près correctement. Oui. Rien, effectivement, ne montre dans ces archives que les étudiants auraient été déboîtés à la sortie. Donc, bon, c'est une observation de Jean-Michel Palmier. Je suppose. Et est-ce que ça ne tiendrait pas tout simplement à la guerre ? Au fait que les garçons, alors je sais que c'est sur la base du volontariat, hein, donc parfois s'engagent, il y a un esprit de mobilisation. Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation à établir avec la situation qui est celle des États-Unis après le 7 décembre 1941 ? Peut-être. Non, je ne sais pas, c'est une question en fait. Hein, non, mais c'est une très très bonne question. Oui. Et oui, parfois on ne voit pas l'évidence. Peut-être. Le fait que, en fait, dans les enseignants, il y en a peut-être qui sont mobilisés. On sait que Houston l'a été, etc. Les étudiants, et en tout cas pour les garçons, oui. Enfin, sachant que les jeunes filles peuvent aussi s'engager, même si elles ne vont pas combattre. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait corrélé en fait à ça, tout simplement ? Oui, tu as absolument raison, parce que vous l'avez senti avec mon hésitation de cet argument que les studios auraient... effectivement, ça paraît un peu improbable. Et donc, ce serait un argument... Pour autant, l'industrie hollywoodienne ne s'arrête pas, bien sûr. Mais enfin, oui, bien sûr, mais si on perd quelques enseignants, si on perd... Oui. D'accord. Est-ce que c'est une période où on veut faire un an de théâtre et cinéma ? Oui. Est-ce que c'est considéré comme légitime qu'un jeune garçon en 1943, enfin 42, fasse du théâtre et du cinéma alors qu'il s'agit quand même de se mobiliser pour autre chose à l'époque ? Voilà, enfin c'est une question qui peut se poser. Voilà. Merci beaucoup, parce que tu as raison. Dimitri, tu avais encore une question, puis après on fera... Ça me fait, je rebondis sur le rebondissement de Christophe par sur l'aspect des rapports de sexe au sein d'une promotion. Il y a beaucoup de femmes, j'ai l'impression. Alors je sais pas. Il y a une photo où il y a que des hommes, mais il y a plusieurs photos où il y a que des femmes. Et j'ai l'impression, c'est une impression comme ça, mais effectivement, et les deux que tu as cités, les deux élèves que tu as cités, dont tu as retrouvé des traces par ailleurs, sont des femmes aussi. Donc, enfin, bon, voilà, c'était juste. Non, la question plus générale sur le rapport au cinéma, c'est donc ce fameux cours d'Etirle. Donc, en fait, est-ce qu'on sait quelles traces, d'abord quels moyens techniques ils pouvaient avoir? Donc j'imagine qu'il devait y avoir une caméra, mais est-ce que ça allait jusqu'à un laboratoire de développement, ou est-ce qu'il plus probablement il faisait développer éventuellement les essais à la Warner? C'est assez probable, mais est-ce que donc
l'équipement, voilà, technique, en quoi ça pouvait éventuellement consister, qu'un cours le versant pratique des cours de Dieterle, et quelles traces il y a de ça, c'est-à-dire que est-ce que on sait que quelque part, à un moment, il y a eu des projections en fin d'année, par exemple, d'essais. Est-ce qu'ils étaient initiés au montage? Enfin, voilà, ce genre de choses. Et j'ajouterais, mais c'est pareil, hein, c'est un peu dans les tréfonds, j'imagine, des archives ou des témoignages, et on n'en a pas toujours la trace. Donc, ces cours d'histoire du cinéma, est-ce que c'est des cours ex cathedra, on va dire, ou est-ce que en fait, ils étaient entrecoupés d'extraits de films, sachant que quand même la Warner disposait déjà en fait d'un certain nombre de films. Il n'y a pas de cinémathèque en fait à proprement parler, mais j'imagine qu'il n'y a pas de relation avec le MoMA, c'est trop loin sur la côte est, etc. Mais voilà, enfin, je me pose cette question aussi pour ce cours spécifique d'histoire du cinéma. Merci, hein, c'est des questions passionnantes et c'est là où les archives manquent. Alors, ce que j'ai trouvé dans les Max Reinhardt Papers, enfin à Binghamton, c'est vraiment là où se trouve la plus grande masse. Il y avait une caméra. Maintenant, il n'y a pas de film, il n'y a pas de rush. Donc, la présence dans les registres qui est un équipement, invite à imaginer que sans doute on les a entraînés à faire des films, mais par contre, et surtout dans les programmes, parce que comme vous voyez, il y a tous les opening statements, je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi plein d'archives sur les productions de l'école. Et c'est des productions théâtrales. Il n'y a pas de film d'étudiants projetés à la fin. Par contre, il y a une caméra dans les équipements. Donc ils ont dû se retrouver. Ce qu'on sait, c'est que ce cours de pratique, il y a toute une retranscription. Donc il devait y avoir un versant, je disais, déjà d'atelier participatif où il parlait de sa pratique et où donc justement, ça fonctionne pas très très bien sous ce mode. Et par contre, les étudiants étaient invités à venir sur des plateaux de tournage. Donc ça a sans doute dû être une des stratégies trouvées. Quant au cours d'histoire du cinéma, alors il n'est pas mentionné dans cette centaine de pages que j'ai eu le plaisir de lire, qui n'est pas inintéressante, hein, et outre le fait que c'est vraiment historicisable, et donc pour ça vaut vraiment le coup, mais la manière de présenter l'histoire du cinéma nous dit beaucoup, et surtout si on essaie de comparer avec des contemporains à Fribourg, par exemple, un tout petit peu plus tôt, qu'est-ce qu'il dit de l'histoire du cinéma, c'est très différent et c'est une vision... Même ce qui se fait au MoMA, justement, ouais, au même c'est moment, une vision avec Iris Barry. Enfin. Ouais, beaucoup plus linéaire, des grands hommes, les pionniers, etc., des grands films, les grands classiques, et ces cours, vraiment, parlent de films à certains moments. Donc, il y a des considérations, des évolutions historiques. Hollywood est né, et puis il va y avoir des moments où il va vraiment s'arrêter sur des films et parler de films. Pas décrire le film, c'est pas un synopsis, mais il va vraiment parler du film, de son importance historique à ce moment. Donc plus une histoire de sa production et revenir sur des considérations historiques. Est-ce qu'ils ont montré les films dont ils parlent? J'en ai aucune idée, il n'y en a pas de traces, mais c'est intéressant de éventuellement supposer cela, parce que sinon, pourquoi avoir un contenu qui est d'ordre analytique, illustratif, si les films n'ont pas été sinon montrés, du moins vraiment discutés Donc oui, par la facture vraiment du cours, on peut imaginer que des films aient pu être montrés. Alors, y a-t-il des questions? Oui, Suzanne. Merci beaucoup Claire, c'était passionnant. Moi, j'ignorais tellement de choses de tout ce que tu as dit que ça m'a fait un grand bien, un grand plaisir. J'avais une petite question qui porterait sur le contenu, si tu veux. Par exemple, tu nous cites 2 exemples d'adaptation théâtrale en Californie. Je fais simple, enfin... Faust, bon alors Faust, oui. C'est le grand mythe de Faust. Peut-être qu'il est, je veux dire, transversal, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, il n'y a peut-être pas énormément finalement de résistance. Mais en ce qui concerne Jedermann, je me demandais dans quelle mesure tu as une petite idée du choix
c'est très autrichien, c'est très Hofmannsthal, c'est très Salzbourg, bon, tout ce qu'on veut. Et dans quelle mesure, qu'est-ce qui a pu déterminer de choisir plutôt cela qu'autre chose? Ma question est un peu ouverte, comme tu vois, parce qu'il me semble qu'il y a un ancrage aussi dans la culture médiévale, enfin des choses qui ne sont pas si faciles, j'ai envie de dire, à exporter aux États-Unis. Ce serait ça un peu l'objet de ma question, et si tu as une idée, pourquoi ce choix, quoi? Merci beaucoup pour cette belle question. Jedermann est un choix important pour ce qu'il symbolise de l'héritage qui est reconduit aux États-Unis. Jedermann, je le disais, c'est la pièce d'ouverture du festival de Salzbourg. C'est la pièce dont on dit que Hofmannsthal acquiert un vrai succès en sa collaboration avec Reinhardt. C'est une pièce qui est... Tu mentionnais tout à l'heure le fait que le retour, ou du moins le fait qu'il n'y avait pas de retour envisagé à cette période. Je me suis arrêtée à 42-43. C'est vraiment hyper intéressant d'aller voir Salzbourg post de la reconstruction, parce que qui va reprendre la tête de Salzbourg? C'est Hélène Thimmig, c'est sa femme, qui va reprendre la tête et la direction artistique du Jedermann, et qui va réaffirmer le fait de rejouer Jedermann de la manière dont Reinhardt le jouait avant l'arrivée des nazis. C'est d'abord Hélène Thimmig, ensuite c'est son fils, ensuite c'est Dieterle, ensuite c'est son fils Wolfgang Reinhardt, qui va d'ailleurs ensuite faire un film à partir. Jedermann, c'est un film de Wolfgang Reinhardt en Allemagne dans les années 50. Et puis ensuite, ce sera Lothar, qui est un autre émigré qui était plutôt sur la côte est. Enfin bon, peu importe. Juste pour dire qu'au fond, se joue quelque chose. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup de tensions aussi en Autriche à cette période sur le fait qu'on le reconduit à l'identique de l'avant-guerre, alors que, non, nouvelle génération, on ne peut plus faire les choses de la même manière, donc il y a beaucoup de tensions. Donc il y a déjà un élément qui est de l'ordre de ce que Jedermann signifie vraiment comme pièce un peu fondatrice, socle de la culture autrichienne, chère à Reinhardt, qui ramène. Ensuite, l'aspect historique aussi, et les analogies possibles que l'histoire permet de faire avec le temps présent. Or, là, on se retrouve dans une équipe avec des artistes comme Dieterle, comme Reinhardt aussi, mais donc, principalement Dieterle, parce que je ne rentre pas dans les détails, mais il a une place plus importante que ça dans le workshop, et c'est un vrai proche de Reinhardt, et donc il influence aussi sur le type de pièces à proposer, et il vient du théâtre, donc vous voyez, il y a cette prolongation, il n'est pas seulement l'enseignant, il y a un rapport un peu plus important que ça. Et donc Dieterle, c'est quelqu'un pour qui les analogies temporelles sont une manière justement de dire l'urgence, une manière de parler de la situation contemporaine. Et ce n'est pas juste des échos et des interprétations qu'on peut faire, il y a vraiment, quand on va dans les notes de production, des lignes qui nous expliquent noir sur blanc que dans cette démarche de Napoléon III, on veut être évocateur de la démarche de Mussolini, que pour le film Juarez, que dans cette prise de position d'Ehrlich, médecin juif allemand, quand il va dire mais qu'est-ce que la race a à faire avec la science, par exemple, et on a des documents de Dieterle qui expliquent que c'est pour faire référence au présent. Donc en fait, il utilise le matériel historique du 19e siècle pour précisément porter un discours sur le présent quand on revient à ce contexte de neutralité politique qui suppose des formes de contournement. Donc Jedermann, c'est aussi, d'une certaine manière, travailler à partir d'un texte historique pour faire ce qui est un peu... un élément central dans les pratiques, par exemple, de Dieterle, les analogies historiques, temporelles. D'autres questions? Oui, Simon. Bonsoir, merci beaucoup. C'était, ça a déjà été dit, mais c'était vraiment passionnant. C'était plein d'apprendre. On a appris beaucoup de choses. Et j'avais une petite question, peut-être moins directement sur le workshop en lui-même et tout ce que vous avez dit, mais sur Max Reinhardt lui-même. Oui. Et avant son émigration, moi, ce
ce qui me fascine en fait de deux têtes que j'ai croisées via différentes notices, mais c'est que sa troupe en elle-même est dites-moi si je me trompe, mais c'est vraiment un incubateur de futurs cinéastes et de talents en herbe. Et dites-moi si je me trompe, mais il y a quand même Murnau, Lubitsch, Preminger et Dieterle qui sont passés par sa troupe. Et je sais pas s'il y a des éléments là-dessus de publication ou si s'il y a je sais pas, il y a peut-être une cartographie à faire de tous les cinéastes qui sont passés par Max Reinhardt. Ça me semble passionnant. Je sais pas si vous avez. Merci beaucoup. Oui, c'est une figure énormément étudiée et Katalin Porr parle de lui dans son ouvrage sur Budapest à Hollywood comme le grand formateur de l'Europe centrale. Ça dit bien le fait que Reinhardt, c'est une figure absolument centrale et alors oui, donc il rassemble autour de lui un certain nombre d'artistes, mais c'est aussi une époque où on passe du théâtre au cinéma et où c'est aussi donc la suite logique que d'avoir enseigné, que d'avoir révélé des talents au théâtre qui ensuite vont faire carrière au cinéma. Et donc on retrouve, si vous voulez vraiment créer pour le coup une constellation, pas un réseau, mais une constellation autour de Max Reinhardt et donc des futurs réalisateurs qui ont commencé comme comédiens dans ces troupes. C'est très très large. Hein. Vous retrouvez Albert Basserman, vous retrouvez... ils ne me viennent pas tellement, il y en a, mais oui, évidemment, Lubitsch, Murnau. Donc c'est vraiment... important et il y a beaucoup de travaux sur ce sujet. Il y a une thèse de Fabien Delmas, par exemple, qui traite aussi de la question de Reinhardt et de sa transposition au cinéma. Oui, non, mais c'est une figure formatrice absolument pour le cinéma. Oui, d'ailleurs, en fait, cette question de la troupe de théâtre comme lieu incubateur, comme vous le disiez, Simon, de talents futurs. On le retrouve mutatis mutandis plutôt en France autour de, par exemple, de la figure d'André Antoine. Puisque dans la troupe d'Antoine, il y avait des futurs réalisateurs, alors qu'ils soient d'ailleurs régisseurs ou acteurs, mais quelqu'un comme Capellani, par exemple, ou d'autres. Donc il y en a tout un tas qui ont commencé en fait avec Antoine et qu'on va retrouver dans le cinéma français les années 10 et les années 20, avec cette leçon comme ça du théâtre réaliste, et qui sera évidemment tout à fait prise en charge aussi à partir du moment où Antoine lui-même réalise des films entre 1914 et 1919, un petit peu après même 1921. Donc c'est vrai qu'on a, on a un petit peu la même chose autour de cette question de la troupe théâtrale comme ça, espace, ouais. Fédérateur, formateur, etc. Absolument, absolument. Et c'est vraiment intéressant de penser réseau Reinhardt comme cercle antérieur pour en fait plein de films et plein de... Si je pense à To Be or Not To Be de Lubitsch par exemple, donc pas un film de Reinhardt, c'est pourtant un film de Lubitsch, on peut repenser l'équipe artistique au prisme de anciens collaborateurs de Reinhardt. Et qui va, et c'est ça où c'est intéressant, c'est pas juste les acteurs, qui va de Lubitsch aux acteurs, Félix Bressard, typiquement, acteur sous Reinhardt, au conseiller historique. Richard, je vais écorcher son nom, polonais, je ne me rappelle plus exactement, mais donc le conseiller historique, c'est quelqu'un qui déjà avait travaillé avec Reinhardt, qui est envoyé spécial, qui lui permet de ramener les informations de ce qui se passe en Europe et donc de reproduire les décors, le fameux théâtre du film selon ce que lui en a vu avant de partir d'Europe, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'éventail large qui ne va pas seulement concerner les acteurs, mais ça va jusqu'au conseiller historique, au chef-op qui sera passé comme avant décorateur, etc., etc. Oui, donc ça c'est vrai, il y a cette dimension-là qui est vraiment importante et qu'on retrouve, je pense, dans plein de troupes de théâtre, finalement, en particulier dans le premier XXe siècle, ça va de soi, mais enfin voilà. Donc, et puis oui, sur Jedermann, oui. C'était juste pour dire que dans j'ai fait une petite recherche dont tu es informée, Claire, puisque tu m'as
donné plein de bons conseils sur un projet d'adaptation du Danton de Romain Rolland par Max Reinhardt justement à Hollywood. Et lorsque le projet de film est abandonné, j'ai trouvé un entretien de Reinhardt à la presse française, mais il n'en parle pas à la presse américaine. À l'occasion de son dernier passage en France, donc ça doit être en 1937, je pense, où il explique que il a abandonné ce projet de film et maintenant il travaille à un projet d'adaptation cinématographique de Jedermann. Donc je pense qu'on doit pouvoir certainement dans les archives au Théâtre Muséum voir aux archives de la Warner à USC trouver une trace, alors peut-être pas d'un traitement, mais peut-être d'un contrat ou en tout cas de quelque chose. Donc c'est intéressant parce que le film a existé beaucoup plus tard, comme tu le disais, dans un tout autre contexte géographique, un tout autre système de production, mais de voir que finalement Warner pensait pouvoir reconduire l'opération Songe d'une nuit d'été en quelque sorte avec cette pièce emblématique du théâtre européen, sachant que Jack Warner à l'été 1936 vient en Europe et va voir Jedermann à Salzbourg, à l'été 1936. Alors ça, la presse en parle très largement, que ce soit la presse hollywoodienne, ou la presse française, ou la presse allemande, autrichienne, pardon, pas la presse allemande justement en 1936, la presse autrichienne, à ce moment-là, quoi. Voilà, donc là, on a vraiment quelque chose de très intéressant sur, en effet, ces tentatives inabouties, mais qui montrent à quel point il y a des enjeux culturels, symboliques et politiques, comme tu le disais fort justement, à la représentation sous d'autres formes de ces pièces pour donner aussi accès à ces pièces à un beaucoup plus large public par le truchement du cinéma, parce qu'il y a aussi quand même ça, c'est en fait l'idée quand même, et comme tu le dis, avec ces parallèles entre le passé et le présent, de donner accès à un très large public à ces objets qui sont porteurs en fait de cette culture européenne et qui est aussi, parce que Jedermann ça parle aussi de ça, une culture de la tolérance par opposition à la question de l'intolérance, quoi. Il y a aussi en fait toute cette question du savoir, des choses comme ça, etc. Voilà, merci, c'est fantastique. Oui, de l'homme ordinaire, oui, tout à fait. C'est une bricole, ce que je dis là, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est ce recours à l'homme ordinaire, tout un chacun en quelque sorte, qui va quand même s'inscrire dans un grand programme moral. C'est une histoire qui est comme une légende du médiéval, enfin c'est quelque chose de très ancien, etc. Et c'est pour ça que je me demandais dans quelle mesure ça pouvait retenir l'attention, j'allais dire, de l'univers d'Hollywood, enfin des gens qui fréquentent Hollywood. L'homme ordinaire n'est pas encore tout à fait inscrit à cette époque-là dans le paysage, vous voyez, de la réflexion hollywoodienne. Ça va venir dans quelques temps, mais pas tant un peu à la Warner, mais l'homme de la rue, l'homme, etc., il faut encore 2-3 années, 5 même, pour y arriver. Donc je trouvais assez remarquable ce choix de cette pièce, outre la tradition évidemment autrichienne. Absolument, absolument. Mais c'est vraiment très intéressant et tu le sais, chez Dieterle, on retrouve cette idée de l'homme ordinaire à travers ses biographies. C'est-à-dire que dans tous les projets biographiques qu'il n'a, pas ceux qui lui sont imposés, mais ceux qu'il propose, c'est toujours l'idée de l'homme ordinaire derrière le grand homme. Montrer qu'il a le projet de faire la vie de Roosevelt à un moment donné, que en fait, c'est un homme comme les autres. Enfin, et donc, il y a cette tension entre la figure historique, mais en quoi il s'adresse à tout à chacun, il parle à tout à chacun parce qu'ils ont quelque chose d'ordinaire entre eux. Et donc, c'est pas montré, et d'ailleurs, aucune des biographies n'est sur les exploits. C'est pas du tout ça, c'est vraiment sur des combats universalisables. Y a-t-il des questions? Oui. Célia. Merci, bonsoir. Je voulais remercier aussi pour votre intervention qui était très passionnante et qui, moi, c'est vraiment des problématiques qui m'intéressent. Et donc, d'où ma question. Je vais revenir sur le Hollywood hospitalier dont vous avez parlé. Et en fait, c'est vraiment de la curiosité. Qu'est-ce que vous avez comme source par rapport à ces faux contrats qui étaient proposés par les maisons de production? Et enfin voilà, comment est-ce qu'on arrive à discerner
un faux d'un vrai contrat, les sources, voilà, c'est plutôt ce genre de questions qui m'intéressent. Oui, Voilà. oui. Si le film a existé ou non. Alors, merci beaucoup pour cette question. Oui, c'est vraiment très intéressant. La question des sources, en ce qui concerne le European Film Fund, parce qu'il y a évidemment d'autres lieux et les studios ont participé d'autres manières aussi, mais le European Film Fund, les sources se trouvent dispersées entre deux fonds d'archives. Le premier, il est à la Feuchtwanger Memorial Library à Los Angeles, dans le fonds Martha Mirendorf, qui est le nom de la chercheuse allemande qui a créé l'un des premiers fonds de l'exil cinématographique à Los Angeles. Et, pardon si j'ouvre grand les yeux, je réfléchis en même temps. Et l'autre fonds se trouve à la Cinémathèque allemande, dans les archives Paul Conner, qui donc était aussi l'agence. Donc, ça, c'est un peu comme pour le workshop, c'est les deux gros fonds institutionnels. Et ensuite, c'est par à coup chez les membres fondateurs, chez les membres donataires ou bénéficiaires, s'ils ont des archives personnelles qu'il faut aller un peu rechercher. Donc ça, c'est une première chose. Au Feuchtwanger Memorial Library, donc on voit des contrats pour des artistes. Alors c'est avant tout des contrats pour des romanciers et les faire devenir scénaristes sur les films. C'est la plupart du temps ça. Parfois c'est vrai, parce que les films ont existé et ces romanciers sont bien devenus scénaristes de ces films. Je pense à Alfred Döblin, par exemple, qui a pu émigrer comme ça. Il y a une année, l'année 40, qui est importante parce qu'il y en a 12 très très célèbres qui émigrent de cette manière et qui sont répartis entre Warner et c'est soit Paramount, soit MGM, je ne sais plus, mais en gros l'un des deux. Et parfois, vous voyez le même contrat, la personne est bien arrivée parce qu'effectivement on sait qu'elle arrive à Hollywood. Par contre, le film ne s'est jamais fait. Donc on suppose, et là moi ensuite je m'appuie sur les travaux de l'exil de Jean-Michel Palmier, de Christopher Horak, de Hasper, etc., qui eux l'ont dit avant moi, que ces studios servaient aussi. Donc c'était intéressant de retrouver les sources, et donc je suppose que c'est une question de quand le titre du film était vrai ou ne l'était pas. Après il y a peut-être d'autres choses. Encore une question, peut-être, dans la salle. Oui, monsieur, je vous apporte le micro. Merci pour votre exposé. Enfin, vous avez terminé en ouvrant des perspectives pour des recherches complémentaires concernant ce qui a suivi. Moi, j'aurais une question concernant ce qui a précédé. Parce qu'en fait, il me semble que ce serait intéressant, alors peut-être ça a déjà été étudié dans un autre contexte, de savoir un peu s'il n'y avait pas déjà des traces d'un effort pour essayer de concilier culture américaine et culture européenne dans le monde du cinéma. Et moi, j'en vois deux. Et déjà du côté de l'Universal, puisqu'en fait l'Universal a été fondé par Karl Laemmle, qui était allemand, il me semble d'ailleurs de première génération, qu'il a donné sa chance à Erich von Stroheim, qui était autrichien et qui a fait des films, il en a fait plusieurs, j'en vois au moins 4, qui apportent la tradition historique, disons, d'Europe centrale dans le cinéma américain. Puis de l'autre côté, il y a la MGM avec Thalberg. Et Thalberg, il est de seconde génération allemand. Mm-hmm. Il a donné sa chance aussi à travers la MGM à von Stroheim. Ça a posé des tas de problèmes, mais voilà. Et il se trouve aussi que Thalberg, enfin j'étais en train de vérifier, mais je ne connaissais pas cet apport de l'interprétation de Jedermann, que je ne connais pas très bien d'ailleurs, comme étant en lien entre la culture américaine et la culture européenne dans le monde du cinéma. Mais une des dernières actions de Thalberg avant sa mort en 1936, ça a été de monter un spectacle sur Everyman. C'est-à-dire la pièce d'origine du XVIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Et il me semble qu'il y a un lien entre les deux et qu'en fait, Thalberg, il réagissait justement par rapport, me semble-t-il, je crois aussi c'est pour ça qu'il a fait Roméo et Juliette, mais enfin, il y a peut-être, au fait qu'il y avait eu cette représentation du Songe d'une nuit d'été et qu'il a voulu faire un spectacle d'aussi grande ampleur, avec un lien d'ailleurs avec l'Europe, parce que c'était présenté comme un spectacle militant pour sonner l'alarme sur le sort des Juifs en Europe. Enfin voilà, ma question c'est, est-ce que cette question, elle vous intéresse? Enfin, c'est une piste que vous jugez intéressante d'aller voir un peu ce qu'il y avait eu avant, ou si c'est déjà un terrain qui est tellement labouré que c'est pas la peine de s'y pencher?
Merci beaucoup pour votre question. Oui, effectivement, vous l'aurez compris, là, je me suis intéressée au workshop parce que c'est un point d'observation de ces rencontres. Intéressant parce que ça permet de penser la question des réseaux qui, là, apportent un angle différent. Mais le mariage des référents culturels européens, américains dans l'industrie cinématographique, c'est évidemment quelque chose qui est en prise bien avant, dès les débuts, le rapport de rencontre, l'altérité, en fait, simplement, on se construit aussi en rapport avec le regard de l'autre. Le développement sonore se fait aussi entre Lufa et c'est Warner, non? Ah oui, enfin... Donc en fait, vous nommez des producteurs et des patrons de studio, mais on pourrait en ajouter en plus beaucoup d'autres. Les frères Warner sont aussi des émigrés, Zucker, Karl Hemmel, etc., etc. Donc oui, en fait, c'est ce que j'ai dit, mais très très rapidement, c'est que Hollywood s'est construit sur les traversées transatlantiques. Donc dès le début, il y a des formes d'influence qui se mettent en place, et c'est là où les transferts culturels ou l'hybridité sont intéressantes, parce que c'est pour essayer de dépasser une vision où on pense juste importation d'une culture, influence, vraiment l'idée justement de détourner ce paradigme de l'influence qui est un peu unidirectionnel vers quelque chose de plus complexe qui est de l'ordre de l'hybridité, de ce qui se passe quand deux cultures se rencontrent, et que effectivement la patte d'artistes qui sont des émigrés venus d'Europe centrale, puis de réalisateurs, ça c'est juste à l'échelle des personnes, mais après ça se retrouve aussi à l'échelle des pratiques, à l'échelle des accords technologiques entre les studios européens et américains. Donc en fait c'est vraiment très très vaste, très complexe, mais vous avez raison, c'est le workshop et le produit de son temps aussi. C'est un autre exemple qui, me semble, gagne à étudier sous l'angle des réseaux, mais d'un phénomène qui, autrement, existe depuis plus longtemps. Vous avez raison. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il est déjà 20h03 et donc nous allons devoir en fait nous quitter. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que Claire Demoulin sort le 20 juin prochain un livre dont tu vas peut-être redonner le titre ici. Oui. Qui s'intitule Jazz et émigration à Hollywood. Et c'est un film qui prend un livre qui prend, après avoir parlé pendant presque 2 heures, c'est un livre qui prend pour point de départ un film assez intéressant qui s'appelle Syncopation de 1942 et qui en fait permet d'articuler la question de l'emploi du jazz par des émigrés aux États-Unis dans les films, ce que ça dit d'un contexte de guerre et de l'appréhension des représentations raciales à l'écran. Voilà, donc aux éditions de l'AFRHC, donc 20 juin 2024, sortie nationale, comme on dit. Absolument. Bien, merci encore Claire pour tout. Merci beaucoup.